Et bonsoir, bienvenue sur Un Dessin Podcast. Et la petite dédicace qui va bien, Ftag à tous et à toutes. Hein, voilà, on est toujours là pour les grands anciens. Comme vous pouvez le voir, hein, bien évidemment, parce que c'est un petit peu le thème de l'émission ce soir, hein, du fantastique, vous allez en manger. Et ça va jamais s'arrêter en fait, ça va être super. Enfin, vous allez adorer, enfin j'espère. Bref, trêve de plaisanterie, on se retrouve ce soir pour notre 4e mission Étrange Indécent. Donc consacré au festival Étrange Grande, comme vous pouvez voir en dessous, hein, voilà. Et on va causer fantastique, puisque la semaine dernière, avec David Meulmans des Forges de Vulcain et Guillaume Solinski du Campus Miskatonic, on avait dévisé sur les origines du fantastique, donc on était remonté loin quand même, hein, dans les mythologies, jusqu'aux prémices de la fin 19e. Et en fait, on voulait aller jusqu'à Lovecraft, donc il manquait un bout. Donc on va tenter de faire ça ce soir, n'est-ce pas? On va changer un petit peu, parce que ce soir, malheureusement, le pauvre Guillaume, donc voilà, coucou Guillaume, on te fait des bisous, mais il est malade, donc il sera pas avec nous ce soir, surtout pour parler Lovecraft en plus, donc on en fera une autre, vous inquiétez pas, hein. De toute façon, Lovecraft, il lui faut au moins une émission à lui tout seul, minimum. Mais par contre, je vais quand même recevoir David Meulmans, que voici, que voilà. Bonsoir David. Bonsoir. Et vous l'avez déjà vu quelques fois hein, dans les émissions. On a The Big Boss of the Organization of Étrange Grande. Regardez-le, c'est mignon, tout frais après le boulot. Salut Johan. Salut à tous. Ça va? Tu t'es bien remis? C'est bon la semaine? Oui, je me suis bien remis post-Trolls et légendes, Ah oui, reprise au toi aussi, oui. boulot. Ouais, tout à fait. Et t'as vu, moi aussi, je fais honneur aux Ah grands voilà. anciens. Mais oui. Oui, Troll et Légendes, c'est vrai que c'était ce week-end. D'ailleurs, dimanche, on fera une émission spéciale Retour Troll et Légendes. Parce que c'était quand même assez extraordinaire encore cette année. Hein, donc, et intense, sur 2 jours. Donc, comme je disais, déjà, un petit coucou à ceux qui sont là. Donc, déjà, bonsoir à Tal Galiel, celles et ceux qui vont nous rejoindre, qui poseront leurs questions. Donc, comme je disais, le but ce soir, on fait un petit récap d'Étrange Grande, bien évidemment. Et ça va être... on va revenir, en fait, un petit peu en arrière par rapport à ce qu'on disait la semaine dernière. On va quand même revenir à ce qui nous semble être 2 pierres angulaires qui vont vraiment fixer les premiers codes du fantastique moderne, à savoir Edgar Allan Poe, côté anglo-saxon, et Maupassant, côté français. C'est vraiment deux pierres vraiment assez fondamentales. Honneur aux femmes quand même, puisque Mary Shelley, on peut dire qu'elle est un petit peu à l'origine de la science-fiction moderne, du fantastique, de beaucoup de choses en fait. Donc voilà, merci Marie. On t'aime. C'est toujours important de le dire. Donc, en préambule, avant de commencer, on peut rappeler vite fait, hein, Étrange Grande, hein, Johan, je te laisse faire, hein, parce que ça approche hein, petit à petit, là, les semaines, elles déroulent. Hein. C'est vrai que le calendrier défile et pour un événement comme ça, c'est sûr que ça prend beaucoup de temps. Et d'ailleurs, je m'en excuse, hein, je pourrais pas être très longtemps avec vous, mais ça me faisait quand même plaisir de pouvoir vous saluer un petit coup. On s'était d'ailleurs croisé avec David au campus Miskatonic chez Guillaume, sur les terres de Ouais, Guillaume. et oui. Et c'est vrai que c'est toujours plaisant d'échanger sur tous ces sujets passionnants. Donc sur le festival, je pense que tu as donné quelques petites informations croustillantes, il y a 1 ou 2 semaines, Oui, sur les invités. Donc on a Morgane Cossarieux qui sera la marraine du festival. et oui. Je ne vous donnerai pas plus de scoop aujourd'hui parce qu'il faut en Non. garder toujours un petit peu, de teasing, en termes de communication. Mais sachez que l'organisation progresse, très bien. C'est-à-dire que au niveau des auteurs invités, on va avoir, c'est vrai, encore une très belle affiche comme l'année dernière, hein, entre 35 et 40 Mmh. auteurs invités qui balayeront. Alors, il y aura évidemment cette année évidemment un focus sur le fantastique et notamment sur les vampires. Hein. Je veux dire, Morgane, ça n'est qu'un exemple, hein, mais c'est vrai qu'il y en a quelques-uns qui se sont frottés au mythe des vampires, à tout ce qui est le genre fantastique. On aura encore tous les genres représentés, du policier à la science-fiction. Et puis donc sur aussi les maisons d'édition, on se rend compte que le festival, il y a un très bon bouche à oreille, et donc il y a de plus en plus de maisons d'édition qui en parlent, qui nous disent être intéressées de venir. Donc malheureusement cette année, on ne pourra pas accueillir toutes les maisons d'édition qui se sont manifestées auprès de nous, donc on s'en excuse.
Pareil aussi, énormément d'auteurs indépendants qui nous ont contactés avec là aussi beaucoup de qualitatifs, hein. Je ne dévoilerai pas de grands scoops, hein, mais l'année dernière, on avait eu Caroline Carton qui était venue, Ouais, qui avait ouais, eu le prix Masterton 2023 avec Noir. Là, elle a réédité mm, ex aequo avec Morgane, hein, si j'ai bien compris. Ils ont donné un double prix Masterton pour Visqueuse pour Morgane et puis pour ouais, Demonium Circus pour Caroline. Donc ouais. elle sera parmi nous parmi les autrices indépendantes. Donc, les indépendants, les maisons d'édition, les auteurs invités, on est vraiment dans une phase importante là, avec toute la sélection qui est en train de se faire et on a vraiment un très joli plateau. Ça, c'est pour la partie littéraire. Sur la partie, je dirais, complémentaire des artistes, artisans, on a aussi là énormément de candidatures. Donc, on a l'embarras du choix avec beaucoup de gens très talentueux, que ce soit des illustrateurs, illustratrices, des gens dans les arts plastiques, des gens qui font des bijoux, qui travaillent le cuir, le textile, etc. Donc, ça fait le lien aussi avec tout le volet cosplay. Donc Mm. sur le cosplay, on va avoir des têtes d'affiche. Alors moi, je suis pas du tout un spécialiste du cosplay, mais je peux vous Moi non assurer plus. que les gens chez nous qui sont spécialistes du cosplay nous ont préparé un programme aux petits oignons avec des jurés très très bankable, si je peux parler ainsi. Ouais, on fait un Euh, petit coucou à Angélique et à Célia hein, quand même. Hein. voilà, Voilà, tout à fait, très quand même. investi. Karine Oui. aussi, de son côté. On va encore euh, poursuivre sur la lignée du côté très immersif avec des décors qui permettront aux visiteurs de se projeter encore plus dans ces univers. Donc on a des partenaires, on a aussi des gens en interne qui travaillent sur ce volet-là. Les ateliers manga et dessin, là aussi on a eu, enfin, on s'attendait pas, mais on a eu plein de candidatures d'illustrateurs très talentueux qui nous ont proposé d'animer des ateliers. Donc en fait, on est avec des Ouais, c'est problèmes de cool. riches, c'est-à-dire qu'on ne peut pas accepter tout, et donc va y avoir quelque chose de très qualitatif. Toute la partie aussi jeu de rôle, jeu de société va s'enrichir avec encore plus d'aspects sur le jeu de rôle. Il y aura même quelque chose sur l'élite dont vous êtes le héros, mais j'en dis pas plus. Donc voilà, ça Des avance gens très qu'on bien. connaît. Voilà. Un jeu de piste, encore un nouveau jeu de piste inédit. L'année dernière, il y avait un jeu de piste inédit qui avait été créé en interne. Et là, de nouveau, il y a une équipe qui travaille également là-dessus. Et puis, tous les aspects très pratico-pratiques de l'organisation d'un festival, hein, avec tous les prestataires, toute la Mm. partie restauration, hein. On a aussi là pas mal de food trucks de qualité qui nous contactent et avec qui on va avancer. Donc voilà, beaucoup de sujets qui avancent, mais c'est vrai que comme tu l'as dit juste avant, l'horloge tourne et donc voilà, faut pas tarder. Tu Là-dessus. m'étonnes. On va turbiner comme des fous. Ça va être bien. Euh, donc ouais, comme c'est vrai que Caroline Carton, on l'a croisée d'ailleurs à Troll et Légendes, hein, où En plein jet effectivement, lag de ouais, retour de ouais, 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 Vegas. ouais, ah ouais, c'était la folie quoi. Et ouais, son bouquin, il a l'air vraiment cool. Du coup, je l'ai pris avec la dédicace qui Pareil, va, parce que quand même, hein, voilà, ça fait toujours plaisir. Et puis ça fait penser, bah, du coup, parce que voilà, on est un petit peu en restant un peu à promotion, ce qui est normal. Hein, on rappelle que chez les Forges de Vulcain, il y a quand même quelques auteurs qui aiment bien le fantastique aussi, genre Gilberto Villarroel, par exemple, qui tout s'amuse à avec fait. du Qui Lovecraft, était enfin du Cthulhu dans et nos du invités vampire. l'année dernière. Ouais. On a River Solomon, Mhm. quand même, qui est assez extraordinaire dans son genre. Je sais que tu réédites du William Morris. Alors oui, c'est plus du Mhm. merveilleux que du fantastique, mais quand même, c'est du William Morris, quoi. Trop bien. Je précise quand même que pour la plupart des William Morris, c'est pas des rééditions, c'est des éditions, puisque Oui, c'est des textes qui étaient inédits en français. en plus, ouais. Donc, c'est des premières éditions en français, et certains, c'est des textes qui n'ont pas eu de réédition en anglais depuis une centaine d'années. On a Facile. Sue Rainsford aussi, Ouais, l'autrice irlandaise, Body Horror, ouais. Folk Horror. On a fait avec Anne-Sylvie Massel, Bastien Bertine, Christophe Thiel, un volume d'Arthur Machen, Mhm. où je suis très heureux parce que c'est les traductions d'Anne-Sylvie Massel, donc c'est des très belles traductions, par une vraie passionnée d'Arthur Machen, mais aussi il y avait un texte inédit à l'intérieur qui est un fragment d'existence, qui est un court roman et qui est un chef-d'œuvre de Machen qui, pour moi, en fait,
Enfin, c'est pas le plus connu des Meken, mais je pense que ça contient bien Meken. Et puis en fantastique, non, on a fait un peu le tour de Tempo. Le dernier roman de Guillaume Chamanadjian, Une valse pour les grotesques, relève autant il est pas du loin. fantastique que d'une forme de fantaisie. Mm. Une forme d'Uchronie, en fait. On n'est pas loin de la SF aussi par moment. C'est vraiment un hommage à Marie Shelley, en fait. Donc, avec cette fusion des genres, de revenir à quelque chose de plus originel dans l'imaginaire, en fait. Ouais. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on avait un petit peu effleuré la semaine dernière quand on parlait du fantastique. Mais c'est vrai que c'est un genre, je trouve, voilà, avant qu'on recommence à parler de l'histoire du fantastique, c'est un genre qui se marie vraiment très très bien avec les autres genres. Tout à Avec la fait. science-fiction, ça va tellement bien. Pour ceux qui aiment les films, Event Horizon et Pandorum, par exemple, qui sont vraiment des excellents. Et ça va bien avec la fantasy aussi, puisque quand tu es dans un univers où tu sais que la magie existe, mais tu as quand même des trucs horribles qui s'y passent, ce qu'on appelle la dark fantasy un petit peu, quoi. Ça peut être plus qu'intéressant aussi, quoi. Donc, ça se Ouais, c'est marie. vrai que, enfin, moi, je suis pas du tout spécialiste de la question. Comme tous, on a étudié du Mérimée, du Maupassant Ah au ouais. lycée. Mais c'est vrai que moi, ce que je trouve dans le fantastique par rapport aux lectures que j'ai pu faire, c'est que c'est presque un peu le genre transversal par excellence, quoi. Parce que, comme tu l'as dit, ça laboure dans plein de régions différentes et c'est ça qui est Mm. assez chouette. C'est parce que quand on avait défini la semaine dernière, on disait ça touche à la psyché humaine, à notre inconscient et Ouais. à nos peurs. Donc forcément, tu peux le marier avec beaucoup de thèmes. Mm. Et ça rejoint le thriller, ce courant du roman policier qui s'appelle le thriller. Quand tu lis par exemple à Nico Takian à Lovenbruck, il s'amuse à jouer des codes avec le fantastique et le policier, donc ça donne des choses qui sont super intéressantes, quoi, aussi. Et c'est aussi pour ça, je reviens sur, on en a déjà parlé lors de l'une ou l'autre émission, et c'est ça, nous, qui nous anime aussi dans l'équipe du Festival Étrange Grande, c'est que on veut pas du tout mettre ces barrières entre des genres comme le policier et toutes ces littératures de l'imaginaire, parce que comme tu l'as dit, il y a plus que des passerelles, des fois il y a des chevauchements complets, et c'est vrai que c'est dommage que des fois ce milieu du policier soit dans un coin et le milieu de l'imaginaire dans l'autre. Nous, on veut vraiment que tout ça puisse être rassemblé et c'est vrai que c'est chouette. On rappellera que Isaac Asimov, auteur de Fondation et des robots, a écrit énormément de romans policiers et que certains des romans du cycle des robots sont des romans policiers. Voilà, par exemple. Oui, et puis parfois on présente Edgar Allan Poe Ah comme le oui, créateur du roman policier, en fait. tout Tout à à fait. fait. Ouais. Donc, Ouais. Assassinat c'est de la le rue Morgue, premier ouais. grand auteur américain de fantastique, et c'est aussi la matrice du récit policier au XIXe siècle. C'est Ouais. clair. Eh ben écoute, justement, on va commencer tout de suite. Alors, je remets les petites bannières parce que c'est toujours pratique pour moi après quand je fais le chapitrage, voilà, et dessous les coulisses. Hop, je me remets sur celle qui s'appelait donc le 19e siècle, les fondations de l'imaginaire. On avait bien balayé un petit peu le gothique, le romantisme, beaucoup d'auteurs et d'autrices. Et on va revenir effectivement à Edgar Allan Poe, qui est considéré clairement comme le fondateur du fantastique moderne, en tout cas, enfin un des fondateurs, bien évidemment. Chez nous, Maupassant arrive assez rapidement derrière. Ils ont tous les deux d'ailleurs des destins assez tragiques. En plus, ils meurent assez jeunes, les deux. Et c'est vrai que Poe, en fait, il arrive assez vite en France. Il est traduit par Baudelaire, je crois, il me semble. Mm. Donc c'est l'assassinat de la rue Morgue, le Scarabée d'or. Bon, je vous en passe, c'est des meilleurs. Il y en a tellement. Donc voilà, c'est des histoires extraordinaires. Moi, j'ai une vieille La édition, lettre mais volée. ouais. Ah ouais, bon, si je reprends, je vais me remettre sur le sommaire, ce sera plus simple. Si tant est qu'il y a un sommaire dans cette édition, oui. Donc, double assassinat dans la rue Morgue, la lettre volée, le Scarabée d'or, le canard au ballon, la vérité sur le cas de Monsieur Valdemar, excellent. Morella, très très bon. Metzengerstein, Ligeia. Et il y a surtout son seul roman qui sont les aventures d'Arthur Gordon Pym, qui est juste incroyable, qui part sur quelque chose de très classique, d'enquête et tout, et qui finit sur une grosse interrogation où, cerise sur le gâteau, la suite sera écrite par Jules Verne, carrément. Vraiment. Et on présuppose fortement que Lovecraft a écrit la suite dans Les Montagnes Hallucinées, en fait. Parce que ça s'arrête de façon très abrupte dans l'Antarctique. Voilà, donc Gordon Pym, ça fait partie des incontournables. Ce qui était frappant dans Poe, après vous me direz ce que vous en pensez,
c'est qu'il pose toutes les bases de ce qu'on avait un petit peu discuté la semaine dernière, à savoir ancrer. C'est comme il est dans son époque où c'est l'industrialisation forcenée qui embraye, la raison triomphante, le positivisme au taquet. Forcément, qui dit raison dit des raisons et surnaturelles, toutes les peurs qui ressurgissent encore plus fort. Et il s'inscrit vraiment dans cette tendance. Et il le fait un petit peu de façon humoristique, un peu parodique par moment, mais ça ancre le genre où c'est les peurs primales, et puis l'individu, c'est tous les codes en fait littéraires, tout le style, les techniques en fait d'écriture, le jeu qui est mis en avant, le vocabulaire qui est utilisé, les lieux aussi qui sont utilisés. Voilà, on revient des choses soit urbains, soit plus nature. Enfin, il y a un petit peu les deux, mais très urbain chez Poe. Donc c'est vraiment quelque chose qui est assez incroyable, et la façon dont il a influencé le monde entier pendant quelques décennies, quoi. Donc, je sais pas Et vous du ce coup, qui... Ouais. un élément, je réagis à ce que tu dis parce que je trouve ça très vrai, un côté très immersif. Et je pense que ça, c'est Ouais. une grande force de certains de ces récits, c'est qu'on est happé dedans par ces différentes techniques qui sont employées. En tout cas, c'est comme ça, moi, que j'ai pu le ressentir sur certains récits. Ouais. Moi, j'ai découvert Poe d'une manière très particulière, enfant. On dit que les grands auteurs sont aussi grands par non seulement leurs œuvres, mais l'influence qu'ils ont sur d'autres personnes et comment ils deviennent incontournables dans la culture collective. Et en fait, moi, ce qui m'avait beaucoup marqué quand j'étais enfant, c'est un épisode des Simpsons que vous connaissez peut-être, qui est un épisode sur le corbeau. Le corbeau, c'est le premier texte de Poe qui lui assure vraiment succès et reconnaissance. Parce que certes, il est présenté parfois comme un artiste maudit parce qu'il a eu une fin tragique, une vie assez tragique, mais il a eu des périodes de succès et des périodes de reconnaissance, voire des périodes d'aisance en fait, comme notamment la période qui a suivi la publication du Corbeau. Et le Corbeau, ça a inspiré beaucoup de reprises. Et en fait, les Simpsons, chaque année, ont un numéro spécial Halloween, qui sont généralement 3 courts-métrages de 6-7 minutes chacun. Et l'un de ces courts-métrages, c'est le Corbeau, et qui finit par Nevermore, Nevermore, Nevermore. Et ça rend bien justement ce que disait Johan, cette capacité d'immersion et même parfois d'enfermement mental qu'on peut trouver chez Poe, et notamment dans ce texte. C'est les Simpsons, c'est fait avec humour, mais en fait c'est un épisode qui a quelque chose de très sincère et de très angoissant, qui est très révélateur aussi de quelque chose. Alors là on s'éloigne, mais quelque chose qui me frappe beaucoup, c'est que les Simpsons, c'est connu pour être une série télé dont les auteurs sont surdiplômés et surcultivés, et qui sont des grands lecteurs des grands classiques américains. Et c'est vrai que quand on regarde les classiques américains du 19e siècle, il y a Hawthorne, Poe, Melville, et avec ces trois-là, on a Fenimore Cooper peut-être un peu, et voilà, mais on a l'Amérique du 19e. Oui. Et c'est vrai qu'après, on peut dire sur la trajectoire du fantastique américain, on pourrait dire il y a Poe, Lovecraft, Shirley Jackson, King. C'est avec, alors il y a plein d'autres auteurs, hein, voilà, mais il y a bien quelque chose, surtout que c'est des auteurs qui se sont lus en fait. Enfin, je veux dire, King a lu Jackson et les deux premiers, et James aussi. Voilà. Oui, bien sûr. Et tiens, j'en profite, c'est vrai, comme il a été cité par Tom Sawyer, salut. Oui, la chute de la maison Usher, parce que en adaptation, enfin le Chat Noir, le Corbeau, effectivement, comme tu dis, c'est du Roger Corman, hein, parce que Roger Corman était un grand adorateur de Poe et de Lovecraft. Et c'est vrai que le fantastique, on en parlera peut-être soit ce soir, soit une autre fois, vous inquiétez pas. Mais le fantastique, est-ce qu'il serait toujours le même s'il n'y avait pas eu toute cette production cinématographique aussi? J'avoue que ça a donné une telle imagerie qui est assez incroyable, quoi. Voilà, l'adaptation du Chat Noir, par exemple. Mais même récemment, alors moi, c'est pas mon œuvre préférée de Mike Flanagan, mais Mike Flanagan sur la chute de la maison Usher par Flanagan, c'est ça assez fantastique, et ça dénote une très très bonne connaissance de l'œuvre de Poe, avec un système de rappel, de clin d'œil, voilà. Moi, j'ai trouvé ça très bien. C'est pas mon préféré de Flanagan, mais ça prouve toujours
la fécondité de Poe et sa capacité en fait à influencer, à faire exister d'autres auteurs en fait. Ouais. C'est vrai ce qui était important, hein, de rappeler ce rôle vraiment pivot, hein, fondamental d'Edgar Allan Poe. Et comme tu dis, hein, le double assassinat de la rue Morgue, c'est aussi les bases du futur roman policier tel qu'on connaît fin 19e, quoi. Hein. Et c'est vrai que le fait que Poe soit traduit assez rapidement en France et que du coup ça commence à infuser en Europe, il y a énormément d'auteurs qui vont apparaître et qui sont c'est incroyable. Bon, on a déjà parlé, hein, du Horla de Maupassant, parce que le relire maintenant, je trouve que c'est beaucoup plus impressionnant que quand on l'a lu au lycée à l'époque, où peut-être qu'on n'avait pas encore les codes, en fait, tout simplement. Il est très, très impressionnant. Moi, je vous incite vraiment à le relire. C'est super flippant, parce que ça renvoie à des peurs vraiment profondes, quoi. Oui, il est flippant, en fait. Il fait Et peur, je ce trouve pas monsieur. que ce soit un hasard que ce soit Baudelaire qui l'ait traduit, Ouais. dans le sens où pour moi le fantastique c'est un genre qui peut par certains aspects se rapprocher d'éléments poétiques par toute cette évocation qu'il peut y avoir. Je veux dire, quand tu lis du Lovecraft aussi, tu peux faire des liens de cet ordre-là, je trouve. Hein. Ouais, parce qu'il y a les racines gothiques aussi, hein, donc Ouais. forcément, il y a ces envolées lyriques aussi, dont se moquaient un petit peu d'autres auteurs. Hein. Et c'est vrai qu'il y en a un qu'on n'a pas encore évoqué la dernière fois, c'était Charles Dickens, je trouve. Parce que, mine de rien, les contes de Noël, c'est pas rien, quoi, quand même. Là, les contes de Noël, c'est... comment dire? Je pense que... Alors, techniquement, les contes de Noël, c'est pas le texte le plus cité de l'histoire littéraire américaine, mais c'est un des plus cités. Mais en fait, une fois, on avait fait une enquête avec un autre éditeur sur le texte du 19e siècle américain qui avait été le plus cité, le plus adapté en audiovisuel. Et c'est en fait un texte de fantastique, c'est un Mark Twain. C'est l'histoire d'un Connecticut à la cour du... Non, l'histoire d'un Yankee du Connecticut à la cour du roi Arthur. Du roi Arthur, oui. Vous connaissez toute l'histoire, c'est un Yankee qui s'endort ou qui se prend un coup de tête et qui se retrouve projeté à la cour du roi Arthur. C'est du fantastique et c'est l'œuvre la plus citée en fait, la plus adaptée dans l'audiovisuel américain parce que c'est un conte, une fable. Il y a aussi une dimension satirique dedans, une dimension politique. Il y a quelque chose de très lugubre qui a été effacé de la plupart des adaptations, parce que c'est vraiment le récit, le vrai roman est vraiment quelque chose de très très sombre et de très très cruel. Alors les adaptations, notamment, il y a eu plusieurs adaptations par Disney, certaines en dessin animé, d'autres en live action. À chaque fois atténue cet aspect très très cruel qui est une critique de la modernité. Et ça, c'est quand sur la naissance du fantastique, tu l'as dit tout à l'heure. Alors, si on reprend ce qu'on disait la semaine dernière, moi j'ai cette hypothèse que le fantastique c'est presque le genre littéraire de base et que au contraire la littérature réaliste c'est une invention du 19e siècle par réaction au fantastique. Ouais, qui et était après, très en vogue. Qui est une réaction au réalisme. Mais bon, tout ça pour revenir à Dickens. Dickens, c'est presque devenu un philosophème, c'est-à-dire les trois fantômes comme étant voilà presque une expérience, un exercice spirituel pour essayer de déterminer si on mène une vie bonne ou non. Mais je pense que soit Dickens ou même Maupassant, ils sont encore à une période de la littérature où la circulation entre les genres est beaucoup plus aisée et où c'est un regard rétrospectif qu'on a sur eux qui fait qu'on va segmenter leurs œuvres en rayons et en genre littéraire. La notion de genre littéraire, c'est une notion relativement moderne par rapport à ces auteurs. Mais c'est vrai que oui, Dickens... voilà. Mais tu parles de Maupassant. Pour moi, il y a aussi des textes qui sont évocateurs de cette circulation. Il y a un texte qu'on fait lire au collège, et je trouve ça... C'est le privilège des grands auteurs, c'est qu'on les fait lire au collège alors qu'ils sont traumatisants. C'est la chevelure, c'est ça? C'est cette histoire c'est une histoire de nécrophilie, hein, tout simplement, un nécrophile, et c'est une histoire terrifiante d'un homme qui, je crois,
de mémoire, il se procure un meuble, en fouillant dans ce meuble, il trouve un bout de chevelure, il tombe amoureux de la chevelure, puis il fait une enquête sur qui a eu le meuble, puis il trouve qui c'est, et donc il est tout heureux, il commence à nous raconter, alors en plus, c'est la première personne, comme dans le Horla, donc c'est ça qui est dérangeant, ouais. Et il la retrouve et il commence à dire qu'il la retrouve, qu'elle était cachée et tout ça. Puis au bout d'un moment, on comprend qu'il a déterré une morte et qu'il se balade dans la rue avec. Et que les gens ne comprennent pas. Et voilà. Et alors en plus, j'y pensais parce que alors moi, les souvenirs du Horla, c'est que je n'ai pas eu le temps de relire pour cette émission. En fait, c'est pas un souvenir d'un récit sur le fantastique, mais un récit sur la maladie mentale, sur sur la folie, la santé mentale, voilà, et qui est une description fantastique. Et c'est pour ça que je pense aussi à la chevelure qui est de ce côté-là un texte glaçant, et aussi sur le fait. Alors, moi, curieusement, Maupassant, c'est un auteur que je vénère pour, en fait, pas nécessairement comme auteur fantastique, mais pour deux qualités. La qualité de sa plume, je pense que pour moi, c'est la vraie plume française par excellence. Et après, sur un autre aspect, alors on s'éloigne un peu du sujet, mais je pense que c'est le plus grand analyste de ce qu'est la France. Pour moi, Boule de Suif, la dernière scène de Boule de Suif, c'est la meilleure description de la Deuxième Guerre mondiale, sauf que ça a été écrit plus de 70 ans avant la Deuxième Guerre mondiale, puisque à la fin de Boule de Suif, il y a des, il y a des Français qui sont dans une calèche et qui fuient une sorte de poste frontière allemand. Et en fait, chacun incarne une sorte d'idéal type de ce qu'est le français face à l'occupant allemand, c'est-à-dire ceux qui vont collaborer, ceux qui vont résister, ceux qui vont croire qu'ils sont des résistants, mais en fait, pas tant que ça. Et voilà. Il n'y a rien de fantastique dans Boule de Suif, mais Maupassant, fantastique auteur. Alors, effectivement, tu l'as mentionné, c'est que c'est des auteurs, que ce soit Maupassant ou Poe, qui ont une sorte de légende noire qui leur est associée. Ça va un peu avec la figure de l'artiste, tu vois, le truc traumatisé, ça. Tout, qui forcément incarne le fantastique. Je disais tout à l'heure que je connaissais pas si bien que ça Maupassant, parce que je l'ai beaucoup lu, mais j'ai jamais lu énormément sur Maupassant. Et c'est vrai que dans mon souvenir, Maupassant, il est mort d'une syphilis à marche neurotrope, qui est une syphilis. Alors, je m'y connais pas du tout, mais qui crée des graves, qui peut provoquer de graves problèmes psychiques. Et en fait, il avait une fréquentation tout simplement de ce qu'on appellerait le milieu de la santé mentale à l'époque, que ce soit par le soin ou par la connaissance d'autres patients, sachant que de tête, le Horla a été écrit bien avant qu'ils connaissent ce monde. Ce qui fait que le Horla, c'est presque une sorte, c'est son propre fantôme de l'avenir, comme chez Dickens. C'est-à-dire qu'il a écrit lui-même ce qui allait lui arriver quelques années plus tard. Rétrospectivement, c'est effrayant encore plus, quoi, je dirais. Moi, je reviens à Dickens, effectivement. Donc, on a effectivement les contes de Noël, mais il y a aussi Oliver Twist dans le. Alors, c'est pas un récit fantastique, hein, Oliver Twist. Par contre, le Londres qu'il décrit, lui, il va fortement imprégner tout ce qui va suivre aussi derrière, hein, puisque c'est l'Angleterre victorienne, on est à fond dedans. L'Empire victorien prend toute son ampleur, hein, conquête des Indes, etc. Mais, moi, ce qui me frappe en repensant à mes lectures de Dickens, c'est qu'en fait, Dickens, même quand c'est un roman que nous, rétrospectivement, on qualifierait de réaliste, et voilà, c'est la passion pour les cimetières. C'est qu'il y a quand même beaucoup de grandes scènes de Dickens qui se passent dans des cimetières. Ah oui. Et en fait, comme on disait tout à l'heure avec Johan, cette capacité, mais je pense qu'il vient de l'écriture romantique ou proto-romantique sur la meilleure façon de décrire quelque chose, c'est la pathétique fallacie. C'est-à-dire, la pathétique fallacie, c'est quand vous... pour décrire les éléments internes du personnage, vous décrivez ce qui se passe dehors. Quand Chateaubriand veut dire qu'il est exalté, il décrit la tempête en dehors de lui. Et Dickens a gardé un peu de ça, c'est-à-dire que par moment, pour figurer en fait ce qui se passe en lui, enfin pas en lui, dans un de ses personnages, il y a un travail sur l'atmosphère autour, et donc il y a régulièrement des cimetières chez Dickens. Ouais, et puis faut pas oublier non plus que le 19e de Londres, c'est devenu tellement tentaculaire, c'était
la première vraie grande ville-monde, vraiment. Enfin, il y a eu un petit peu Amsterdam avant quand même déjà, mais c'est vraiment la première grosse d'une telle ampleur. Et les cimetières qui étaient dans la ville, ils ont dû être déménagés. Je devine que ça devait être un bon terreau aussi pour l'écriture, parce qu'il y a un paquet d'ossements qui ont été dégagés, et de corps, bien évidemment, par train en plus. Ah. Voilà. Mais alors, moi, ça me rappelle toujours quelque chose, c'est que je me souviens qu'une fois, je suis allé à Édimbourg, et immense ville du XVIIIe siècle, ville fortunée, ville d'où les Écossais sont partis à la conquête du monde. Et en fait, au développement de la chirurgie moderne, on a besoin de corps, et il y a tout le débat sur les grave diggers, c'est-à-dire les gens qui vendaient aux écoles de médecine des corps humains, mais qu'ils étaient allés eux-mêmes déterrer de manière complètement illégale. Oui. Et donc, on se rend compte qu'il y a tout un débat législatif, réglementaire à l'époque sur on a besoin de corps humains, mais on ne sait pas comment faire ça. Et en fait, le Frankenstein de Mary Shelley dont on a parlé, ça évoque aussi cette question-là, comment récupérer des corps. Et c'est quelque chose qui revient par la suite dans beaucoup de romans de l'époque, parce que c'est aussi une peur des individus de dire le jour où je meurs, j'ai pas envie que ma tombe soit profanée et que mon corps soit volé et revendu comme ça. Donc c'était et à Édimbourg, quand j'y étais, il y avait une exposition sur ça, en fait, sur le travail législatif à l'époque. Alors c'est les années 1840 de tête, donc c'est bien après Marie Shelley, mais par contre c'est le début de l'époque victorienne, et c'est l'époque de Poe. Alors même si Poe est aux États-Unis, c'est l'époque de Dickens. Et voilà. Ouais. Tu parlais de Londres, ça me permet de faire une toute petite transition pour mentionner un auteur qu'on oublie souvent comme auteur fantastique, parce que c'est un auteur qui a une dimension fantastique, c'est Dostoïevski. Et la transition, c'est que Dostoïevski, parmi les textes de Dostoïevski, il y a un texte de Dostoïevski sur ses voyages en Occident, où il parle de Paris et Londres. Des Français, il dit ils sont très irritants parce que vous pouvez pas passer 3 heures dans une calèche avec des Français sans qu'ils vous expliquent qu'ils connaissent quelqu'un de connu, et que l'obsession des Français, c'est de connaître quelqu'un qui est ministre ou un truc comme ça, et il les trouve infects comme ça. Et de Londres, il dit c'est horrible parce que c'est la ville où à 3 mètres, on peut avoir la personne la plus riche du monde et la personne la plus pauvre, dans le dénuement total, et lui n'arrive pas à comprendre qu'on puisse faire cohabiter ces deux mondes de manière très proche, et c'est finalement ce que Dickens de son côté va mentionner. Ouais. Mais je mentionnais Dostoïevski parce que Dostoïevski souvent s'est donné comme l'exemple de l'auteur réaliste, mais en fait il y a des textes de Dostoïevski comme Le Double par exemple, qui est un texte fantastique, qui est inspiré d'une nouvelle de Gogol, mais voilà. Et en fait il y a quelques textes de Dostoïevski comme ça, qui sont des textes courts. Voilà, il n'y a pas de grands romans fantastiques chez Dostoïevski, même s'il y a une folie dans les démons ou des choses comme ça, ça reste un récit plutôt réaliste. Mais voilà, mais tout ça pour montrer que les constructions, tel auteur est un auteur réaliste, tel auteur est un auteur, ce sont des constructions un peu modernes, même si effectivement il y a des auteurs du XIXe siècle dont la production est beaucoup plus réaliste que d'autres, et voilà. Ouais, je reste sur effectivement donc Dickens, hein, qui a donné une âme à la fois belle et super glauque de ce Londres victorien. Mais moi, il y a un autre auteur que j'apprécie beaucoup, qui effectivement est un peu moins connu, hein. C'est Edward Bulwer-Lytton, parce que très sincèrement, comment il s'appelle son roman déjà, bon, il y avait Les Derniers Jours de Pompéi, bien évidemment, tu vois, j'essaie de retrouver vite, il y avait Zanoni qui était complètement perché, c'est La Maison aux Esprits, voilà, que je cherchais, qui renoue, en fait, avec une vieille tradition des fantômes, hein, qui avait été un peu perdue. Et dans cette Angleterre victorienne, les fantômes, ça va revenir plein pot, avec le spiritisme, etc. Donc régulièrement, ces histoires de fantômes, c'est vraiment ancré plus chez les Britanniques que chez les autres, d'ailleurs, assez étrangement. Il y a une vraie tradition chez eux qui s'est perpétuée, jusqu'à un de mes auteurs fétiches que je vous citerai ensuite, mais voilà, il y a du Wilkie Collins, etc. Et un auteur, alors cette fois-ci, c'est plutôt irlandais, si je dis pas de bêtises, c'est Joseph Sheridan Le Fanu. Puisque on est dans le fantôme, on est dans ces choses-là, mais le premier vrai auteur qui va poser la figure du vampire moderne, c'est quand même lui avec Carmilla, quoi. Ça, il faut noter aussi, je pense que c'est aussi pareil, une petite pierre angulaire à un moment donné à poser. Carmilla, c'est quand même, il est régulièrement réédité, en plus on a cette chance-là, hein, franchement, de redécouvrir régulièrement ce petit chef-d'œuvre. Donc, je sais pas combien de fois il a été adapté au cinéma d'ailleurs, assez souvent. Donc c'est vrai que voilà,
cette façon d'aller plus sur le terrain, de récupérer des monstres du folklore pour incarner aussi la peur peut-être de soi-même, de la société victorienne, qui était vraiment une horreur, quoi, hein, en termes de... Ce qui est toujours fascinant avec les Victoriens, c'est qu'en fait, presque tous les auteurs qu'on définit comme des auteurs victoriens, si les Victoriens avaient su qu'ils étaient eux-mêmes des Victoriens, n'auraient pas désigné ces auteurs que nous on perçoit comme des Victoriens comme des Victoriens. C'est-à-dire que pour nous, un modèle de l'esprit victorien, c'est Oscar Wilde, mais Oscar Wilde, c'était un auteur en critique de sa société, et puis Bram Stoker aussi. C'est-à-dire qu'ils sont imprégnés de certains aspects du monde victorien parce qu'ils grandissent dans ce monde-là, mais ils sont toujours un peu à part pour une raison ou pour une autre. C'est parce qu'ils sont irlandais ou à demi-irlandais. Pour certains, ils sont catholiques dans un monde qui est plutôt protestant. Ils viennent de familles d'outsiders. Donc, c'est presque tous des critiques du monde victorien. Et le monde victorien, c'est un monde assez fascinant parce qu'il y a des tentatives de réactiver le monde victorien actuellement. Enfin, depuis quelques années, c'est que c'est le monde de la mesure et de la conquête du monde. Donc, c'est un monde où on réorganise l'esprit, où tout doit être mesurable. Et c'est le monde où on commence à compter tout. C'est le monde où finalement de la classification. Alors, pour les sciences, pour toutes choses, mais de la recréation de formes de castes beaucoup plus structurées que dans le passé. C'est aussi, alors c'est très particulier, c'est que c'est un monde de l'éthique individuelle, c'est-à-dire que c'est un monde où les gens développent une pression sur eux-mêmes extrêmement forte, une forme d'autocontrôle permanent, et un mot qui revient très souvent chez les vrais Victoriens, donc pas chez Wilde, Stoker ou d'autres, c'est le mot de willpower. Le willpower, c'est la volonté, et c'est très étrange parce que les Victoriens sont des Britanniques, et plus précisément, c'est beaucoup des Anglais, en fait, pas moins des Irlandais ou des Écossais ou des Gallois. Et willpower, on peut se dire, ça fait très américain, mais non, willpower, c'est le terme des Victoriens, qui veut dire le contrôle de soi, l'exercice qu'on a sur soi, et ça crée une société de l'autoviolence dans toutes les strates de la société, et quand les gens se font violence à eux-mêmes, au bout d'un moment, il y a presque un effet mécanique où la violence repart sur les autres, en fait. Et c'est un monde de la violence totale qui est ce que je parlais tout à l'heure de la description du monde victorien par Dostoïevski, c'est que c'est un monde de la violence sociale dans toutes les directions. Et par exemple, tu parlais des fantômes, mais tu as quand même fait signe vers le vampire. Pour moi, ce qui est fantastique, c'est lire l'évolution du vampire au 19e siècle de Polidori. Donc, Polidori, c'est l'idée du vampire moderne, sauf que ça va pas être le texte de Polidori qui date de 1819-1821 n'est pas un immense succès, et il va avoir un succès indirect par ses adaptations théâtrales, parce que dans les années 1820, 1830, 1840, le théâtre, c'est le grand art, et notamment avec le Grand Guignol. C'est quelque chose que... alors, tu as peut-être fait dans l'émission avec Adrien et les vampires, mais c'est quelque chose qu'on voit dans Entretien avec un vampire. J'ai relu Entretien avec un vampire l'an dernier, et les scènes à Paris, elles sont géniales, parce qu'en fait, je ne sais pas comment elles s'est documentées, mais c'était hyper fin, hyper bien pensé sur ce qu'était le Grand Guignol et le rapport avec le sang, et enfin, voilà. Donc, ça commence avec Polidori, il y a le Fanu qui fait exploser ça, et puis il y a Stoker à la fin, et en fait, c'est presque une description du 19e siècle britannique, de l'évolution du romantisme jusqu'à presque la fin du monde victorien, en fait. Oui, il y a dans certaines analyses qui te disent que Stoker, qui était aussi irlandais, que le Dracula, en fait, c'est l'Empire britannique qui vampirise l'Irlande. En même temps, qu'est-ce qu'ils n'ont pas vampirisé, les Britanniques? Oups. Après, il y a quelque chose que je pense que c'est difficile à percevoir aujourd'hui, mais l'Irlande, c'est un pays qui, pendant 4 siècles, a été vraiment maltraité, c'est-à-dire avec le maintien parfois de conditions qui sont proches de l'esclavagisme,
Oui. ce qu'on appellerait un racisme moderne vis-à-vis des Irlandais. Et c'est quelque chose qui travaille beaucoup le monde irlandais et l'imaginaire irlandais, qui a un imaginaire, qui a un côté aussi, c'est presque c'est la première nation européenne anticolonialiste en fait, parce que ils se sont perçus comme un monde colonisé par la violence en fait, par la domination. Et c'est quelque chose qu'on sent chez tous les écrivains irlandais, surtout à la fin du 19e siècle. Mais même chez eux, enfin moi je me souviens y avoir été ça remonte en 95, donc c'est pas tout récent. Donc à l'époque c'était le tout début de l'essor économique là-bas, et tu sentais encore, quand on discutait avec les gens sur place, tu sentais vraiment que la haine de l'anglais, quoi. C'était très impressionnant dans la façon de leur parler. Ils ressortaient des accents que. Ça, c'est une anecdote assez amusante, comme ça. Je peux la placer. Celle-là, elle est toujours marrante. Je me souviens d'un bed and breakfast où notre hôte, il y avait un couple d'anglais à côté. Donc, quand elle est allée leur parler, très sincèrement, j'ai regardé le pote avec qui j'étais en vacances. On s'est regardé tous les deux en disant, mais en fait, on comprend rien à ce qu'elle raconte. C'était vraiment l'accent irlandais imbitable, quoi. Tu comprenais rien à ce qu'elle disait. On a bien vu que les Anglais comprenaient rien non plus, donc ils sont partis. Et quand elle est revenue vers nous, écoute, elle nous a parlé dans un anglais, mais impeccable, avec un énorme sourire. On a éclaté de rire tous les trois, quoi. C'était incroyable. Un vrai moment de... Parce qu'elle savait qu'on était français, donc autant vous dire qu'entre français et irlandais, on découvre des pans de l'histoire de France quand on va là-bas, en fait. Tu vois qu'il y a eu 3 tentatives de débarquement là-bas, enfin, plein de choses. C'est eux qui te l'apprennent, donc tu fais ah d'accord, ok. Et ouais, ils ont un rapport à l'anglais qui est quand même. Et tu le ressens encore au rugby pour les amateurs. Mais voilà. Il faut voir aussi, ça rejoint aussi la réflexion sur les littératures de genre qui permettent d'exprimer des littératures de la rébellion en fait, oui. Des littératures de la marge, des littératures parfois qui permettent dans tous les pays. Alors là pour le coup, généralement faire des grandes idées littéraires qui coupent tout le monde et qui vont dans tous les pays, c'est vraiment très grossier. Mais là, je pense que les littératures de genre, c'est des choses qui font passer par l'allégorie beaucoup de choses politiques. Et même dans des pays comme la Chine, il y a une tradition du fantastique chinois qui consiste à dire au pouvoir la vérité sans la dire explicitement. Parce que ce qui intéresse le pouvoir, c'est pas que les gens se rebellent comme ça, c'est qu'en fait le pouvoir tient à garder la face. C'est-à-dire que vous pouvez pas écrire, mais je pense que c'était vrai aussi en Occident, c'est que personne n'est dupe que votre allégorie, c'est une allégorie critique du pouvoir, mais vous pouvez pas faire une critique explicite et directe. Voilà. Vous pouvez faire des critiques métaphoriques et voilà. Avec Cela les dit, vertus. quand on regarde par exemple Dracula, c'est à la fois ce qui est toujours intéressant quand on part dans ce type d'allégorie, c'est qu'il y a certes l'intention de l'auteur, c'est-à-dire ce qu'il veut critiquer, ce qu'il veut dire, ce qu'il veut exprimer, et tout ce qu'il exprime de manière implicite sans le vouloir, ce qui révèle de lui, c'est-à-dire Dracula, c'est aussi... ça révèle beaucoup des relations hommes-femmes à à la fin du 19e siècle. C'est-à-dire, c'est là où c'est très différent de Le Fanu. C'est-à-dire que je trouve que pour le coup, alors j'ai du mal à évaluer si c'est révélateur de mouvements sociologiques ou si c'est plutôt lié à des tempéraments différents ou des histoires familiales différentes ou des choses comme ça. Mais on va dire que Bram Stoker, ces personnages féminins, c'est des personnages qui sont victimes et torturés. Quoi. Il y a quelque chose... Le Fanus, c'est un peu différent quand même. Pourtant, le Fanus, c'est quoi? C'est 40 ans avant, quoi. Ah oui, facile. Mais c'est vrai que ça, on fera une émission spécifique pour le fantastique et les femmes. Parce que les femmes, on peut dire qu'elles morflent quand même assez régulièrement dans les romans, nouvelles de fantastique. Par contre, il y a des autrices de fantastique qui sont incroyables. Ouais, je pense quand même à un petit truc qui m'a frappé. Moi, dimanche, je serai aux Intergalactiques à Lyon pour animer une table ronde sur le matrimoine littéraire. Et ce qui est assez frappant, c'est qu'en fait, au 19e siècle, il y a beaucoup d'autrices. Et quand on va à la BNF, par exemple, on se rend compte que les femmes écrivaient et publiaient énormément à cette heure. Bien sûr, à cette époque, effectivement, elles avaient bien des entraves à la publication qui existaient, mais elles publiaient beaucoup. Mais après, il y a plein de mécanismes de sélection, de patrimonialisation
qui font que des œuvres de l'époque qui sont importantes, qui sont littérairement tout aussi frappantes, vont à chaque fois pas pouvoir passer une marche, puis une autre, et n'arrivent pas à atteindre la renommée qu'ont eu d'autres œuvres qui sont contemporaines. Mais si vous avez un tout petit peu de temps, je vous recommande aller sur Gallica, faites des recherches sur les littératures fantastiques du XIXe siècle et tout est accessible et on découvre en fait qu'il y a beaucoup de romancières. Sauf que bien sûr, on ne peut pas écrire l'histoire de la littérature uniquement avec les œuvres qui ont été publiées. On s'intéresse souvent aux œuvres qui ont été publiées et qui ont eu du succès parce qu'elles ont fait époque. Donc, c'est vrai qu'on surdétermine certaines œuvres, mais parce que, effectivement, leur réception a été forte, même si leur réception, c'est lié à des mécanismes sociaux qui ne sont pas uniquement esthétiques. Même si je trouve que Dracula, ça reste une œuvre fascinante, en fait. Ça reste une très, très grande œuvre qui est à la fois une œuvre synthétique. On parlait tout à l'heure des œuvres qui sont grandes parce qu'elles influencent. Mais bon, ça, c'est quelque chose qu'Adrien connaît mieux que moi, mais sur les continuations pirates de Dracula partout en Europe, qui en fait deviennent des moyens de révéler les particularités sociales, sexuelles, politiques de la Suède, de la Norvège, de l'Islande, de la Grèce, de tous ces pays-là. Ah ouais, puis la dernière incarnation avec Gilberto, qui a fait Zona Zero, qui est assez incroyable aussi. Et ça continue ce qu'a fait Bram Stoker, cette œuvre de critique en même temps. Et ça crée aussi une figure qu'on va retrouver, le chasseur. Ouais. Van Helsing, le chasseur de vampires, mais quelque part le chasseur de surnaturel qu'on va retrouver avec d'autres auteurs. Et je te rejoins sur les femmes en fantastique. Tu vois, ce bouquin a fait partie donc, de ce que j'ai utilisé pour préparer l'émission, c'est les maîtres du fantastique en littérature chez les compacts Bordas. Il doit y avoir 2 noms de femmes là-dedans, dont Shirley Jackson qui est évacuée en une notice. Voilà, j'avoue que c'est... Alors ok, il est vieux le bouquin, et années 80, je crois, de mémoire, quelque chose comme ça, 80, 90. Non, mais c'est un document intéressant à partir de ce moment-là. Et puis, le travail qu'on peut faire quand on travaille sur le matrimoine littéraire, c'est de se rendre compte que... Il faut avoir cette lucidité, de se rendre compte que des femmes ont fait des très grandes œuvres, et que là où ça n'a pas fonctionné, c'était pas la qualité de l'œuvre, c'est des mécanismes de réception qui sont du côté de la presse, de la légitimité qui va apporter certaines institutions et de la discussion dans les cercles littéraires aussi. Ouais, tu vois, moi j'en ai retrouvé une qui est quasi inconnue malheureusement pour nous. C'est Gertrude Burroughs Bennett, 1883-1948. Qui a plus que fortement inspiré Lovecraft, qu'on puisse dire. Elle a un roman de monde perdu qui s'appelle La Citadelle de la Peur. Voilà. Et quand tu vois l'histoire de sa vie, tu fais ok. Et qui s'est mise à écrire dans les pulps, les tout premiers pulps, début 20e. Donc voilà, on va y venir à cette époque-là, bien évidemment. Et elle écrit beaucoup de fantastique, de choses comme ça. Et voilà, louange présumée de H.P. Lovecraft, ça fait partie de sa notice, quoi. Donc, elle aurait été, alors l'éditeur de fanzine, machin, attribué le nom de Auguste Swift à l'auteur H.P. Lovecraft comme un de ses pseudonymes, qui a donc chroniqué The Citadel of Fear, et on y retrouve des thèmes que Lovecraft a repris, quoi, en fait. Donc, voilà, ça fait partie des autrices, tu vois, que j'ai découvert en préparant les émissions. Je dis, ah bah tiens, effectivement, à 19e. Il y en a une autre dont on peut parler aussi, alors, c'est plus 20e, mais Karen Blixen. Voilà, bon, alors elle est surtout connue pour Out of Africa, quand même. Mais elle a écrit des contes fantastiques, et pas qu'un peu, les contes d'hiver, les nouveaux contes d'hiver. Donc, on peut pas dire que ce soit une inconnue non plus en littérature, Karen Blixen, quoi. Voilà. Bon, mais c'est plus récent, quoi, pour le coup. Mais voilà, on trouve quand même, heureusement qu'on a ce travail, effectivement, avec Gallica et d'autres choses qui permet d'en retrouver, Après, parce qu'il fait beaucoup, quoi. Pour la blague, on découvre régulièrement que telle autrice du 19e ou 20e, en fait, une grande partie de son œuvre a été publiée sous pseudonyme masculin. Et en fait, c'était un homme. Enfin, c'était une femme, pardon. C'était ce qu'on perçoit comme un auteur qui a une petite ligne dans une bibliographie. Quand on va gratter, voilà. Il y a aussi tout un travail qui est fait sur Wikipédia, alors plutôt en anglais, pour essayer de faire les fiches de ces autrices et de reconstituer une vie littéraire où elles étaient souvent très présentes.
mais en fait, dans un cercle littéraire, en fait, je pense à quelque chose qui est... Alors, c'est une figure qui est parfois perçue comme mineure, mais il y a eu une tentative il y a quelques années en France de la faire honnête. C'est Edith Olivier, qui est une Britannique, qui était proche de Virginia Woolf et de son mari. Et Edith Olivier, elle est connue pour The Loved Child, qui est Alors, c'est vraiment de mémoire, parce que je l'ai lu il y a vraiment 15 ans maintenant, et ça doit dater de fin de la Première Guerre mondiale, peut-être début des années 20, et c'est l'histoire d'une jeune femme un peu vieille fille, mais pas si vieille que ça, qui perd sa mère, et à ce moment-là, son ami imaginaire d'enfance revient, mais revient comme une sorte de spectre, comme vraiment presque comme un personnage réel, et c'est vraiment de la littérature qui est pas très très loin d'une sorte de littérature fantastique. Ça rejoint aussi ce que tu disais tout à l'heure sur les fantômes. Hein. Mais c'est vrai que, alors, pour le coup, autant je trouve que le vampire a traversé tout le 19e siècle, autant j'ai l'impression... Alors, le fantôme est toujours là, parce que le moine, d'une certaine façon, de Lewis, qui a un grand récit gothique, c'est un récit de fantôme à certains égards. Enfin, oui, c'est un récit de fantôme. Mais pour moi, le fantôme, sous l'époque victorienne, avec le spiritisme, prend une autre dimension. Ouais. Et avec une dimension quasi paraphysique, les fantômes seraient peut-être existants et qu'on pourrait peut-être les détecter, qui est devenu après un lieu commun dans le récit fantastique, dans le cinéma, c'est-à-dire avoir une sorte de... comme ces compteurs électromagnétiques, ou même dans caméra thermique. Dans SOS Fantôme, voilà, on essaye de oui. détecter les fantômes et de scientificiser quelque chose qui, initialement, est une croyance irrationnelle, qui est révélatrice de besoins psychologiques, de croire que la vie ne s'arrête pas à la mort, en fait. Ouais. C'est la peur de la mort qui génère ça. Et c'est vrai que les récits de fantômes, donc, comme tu dis, hein, c'était beaucoup essayer de le scientifiser, etc. Et il y a un auteur dont je vais en parler maintenant, donc hop, je vais enlever celle-là parce qu'on est dedans, donc c'est plutôt fixer les codes maintenant du fantastique, avec toutes ces grandes figures. Fixer les codes, pour moi, l'auteur qui fixe le fantôme moderne tel qu'on le connaît, c'est-à-dire qui n'est pas particulièrement sympathique, qui n'est pas l'esprit dans le manoir, machin, etc. Non, c'est Montagu Rod James, M.R. James, alias c'est le proviseur de Seton, je crois, quelque chose comme ça, je ne sais plus comment il l'appelait. Donc, qui est un très grand professeur britannique, voilà, pour le coup, et qui, pour amuser ses élèves et ses camarades, à Noël, leur racontait une histoire plutôt terrifiante. Et ces histoires de fantômes elles sont déjà très peu traduites en français. Il y a eu une traduction il y a peu de temps chez un micro-éditeur, donc c'est cool, hein, parce qu'on peut les trouver, effectivement, mais du coup, c'est pas super bien connu du grand public, alors qu'en Angleterre, c'est étudié de façon plus qu'intensive. Enfin, je veux dire, c'est une figure incontournable, en fait, hein, du fantastique. C'est pour ça que voilà, j'en parle assez régulièrement, parce que sans M.R. James, vous n'avez pas de Charlie Jackson et vous n'avez pas de Stephen King. Voilà, c'est une espèce de filiation comme ça. Et ces histoires de fantômes sont absolument terrifiantes. D'ailleurs, ça a été adapté au cinéma, comment il s'appelle Siffle et je viendrai... Oh, je me souviens plus. Jacques Tourneur. Voilà. Ah oui. Mais alors, ça me permet de mentionner quelque chose, alors malheureusement, qui est réservé aux anglophones, c'est que la British Library est aussi une maison d'édition, avec quelques très très belles collections. Et il y a quelques années, après avoir lancé deux collections, l'une sur les Detective Stories, les Crime Stories, qui est leur collection à succès, ils ont fait une collection sur la SF britannique qui n'a pas trop bien marché, qui était très belle, mais maintenant c'est vraiment pour... chez les bouquinistes que vous pourrez la trouver. En fait, ils ont lancé une collection sur la weird fiction. Ouais. Et c'est un immense succès. Donc, vous prenez le train pour Londres, vous descendez à St. Pancras, vous allez à la British Library qui est à environ 200 mètres, vous allez à la librairie de la British Library, et là, il y a ces couvertures noires avec des dessins un peu pulp et tout ça dans leur collection de weird fiction, et c'est complètement génial. Initialement, c'était vraiment fin 19e, début 20e, puis ils ont un peu gratté jusque dans les années 60-70, et il y a tout, il y a... les fantômes de Londres, le métro de Londres, il y a
il y a quelque chose qui est très très british, mais alors c'est très fantomatique, hein, très très fantôme, et on découvre plein d'auteurs qui étaient en fait des auteurs de référence du passé qui ont un peu disparu, mais qui peuvent être retrouvés grâce à ce travail éditorial qui est remarquable. Ouais. Donc c'est vrai que pour finir avec Emer James, ce qui était très impressionnant, c'est la façon dont il a dépoussiéré en fait certains thèmes, hein, donc le fantôme, les démons, ces choses-là, qui valiaient, hein, puisque les spectres, voilà, le fantôme il est beaucoup moins amusant chez lui, hein, et c'est des personnages comme toi, moi, les personnages du commun, hein, c'est le propre du fantastique, tu me diras, mais c'est vraiment voilà, des antiquaires, des notaires, ce genre de profession, qui lors d'inventaire ou autre vont tomber sur un objet, le fameux objet qui fait que on a d'un coup ce point de bascule. Moi, je me souviens avoir vu, parce que ça passe énormément à la BBC, hein. Quasi tous les ans, vous avez un récit de Emer James qui est adapté. C'est ce récit, alors je me souviens plus du titre, hein, je vous avoue, ce récit où le gars fait pareil, voilà, un inventaire suite à un décès dans un manoir. Il tombe sur une longue vue. Quand il regarde dans la longue vue, il voit une tour. Sauf que quand il en parle au gars qui est avec lui, l'autre, il ne voit pas la tour. Donc en fait, la lentille le renvoie dans le passé où il s'est passé des choses abominables. Et ça va un petit peu le poursuivre. Donc il y a un peu des spectres qui vont commencer à apparaître. Donc c'est plus du tout amusant en fait, hein, l'histoire de fantôme. C'est pas le truc gothique, machin, ou le fantôme écossais qui descend plutôt de ce genre de truc, quoi, le folklore, quoi. Pas du tout. Avec Emer James, ça devient véritablement terrifiant. Siffle et je viendrai, je vous le recommande. C'est une horreur. Et ça a superbement bien vieilli. Voilà. C'est vrai que je tenais vraiment à lui rendre hommage ce soir parce que pour moi, il fait partie, pareil, des pierres angulaires qui dépoussièrent un genre à un moment donné et qui va influencer beaucoup de gens derrière, dont le fameux Lovecraft, bien évidemment. Hein, ce point de bascule à un moment donné qui fait que la réalité, d'un coup, qu'est-ce qui se passe? Je vois plus vraiment le même monde, quoi. On retombe sur ce que disait Poe aussi au début. Donc ça, c'était pour ces auteurs-là. J'essaie de voir s'il n'y en avait pas d'autres que j'ai pas oublié. Donc Sheridan Le Fanu, on est bon. L'heure des fantômes, voilà. Donc tu vois, tu as du Gaskell, du George Eliot, le fantôme des Canterville d'Oscar Wilde, qui se moquait déjà à l'époque de cette mode justement des histoires de fantômes. C'est un peu foutu, mais en plus on super bien, quoi. Et c'est voilà. Sur les liens, hein, parmi les grands noms, mais sur les liens entre polar et fantastique, il y a des nouvelles des récits de Sherlock Holmes qui sont censés être complètement réalistes, mais en fait, le chien des Baskerville, c'est pas complètement. Enfin, il y a. Même s'il y a toujours des explications, c'est fantastique parce que ça joue sur les deux niveaux et avec quelque chose qui est. Enfin, ça fait très très peur en fait. C'est un peu la bête du Gévaudan plus fantastique. C'est ce que j'allais dire, ouais. Ça reprend les codes de la bête du Gévaudan, mais l'ambiance lande, quoi. Donc c'est effrayant là. Et même le film aussi à l'époque, il reprenait bien ça en plus, quoi. Donc c'était waouh. Ça dit pour la petite histoire, en fait, si on fait. Si on parle vraiment de genre, c'est-à-dire le moment où les genres s'autonomisent, d'une certaine façon, le polar, enfin le policier comme récit, s'autonomise avant les autres récits, les autres littératures de genre. Le polar va arriver le premier, qui est lié aussi, on oublie ça, mais à des phénomènes très particuliers. C'est que le polar est lié à la presse. Le polar, il est lié aussi au développement tout simplement de la police, qui est une invention moderne en fait, c'est-à-dire la création de Scotland Yard, voilà, c'est récent. En France, il y a la création, la gendarmerie, c'est le XVIIIe siècle, et en fait, la baie du Gévaudan, c'est aussi la première grande opération de la gendarmerie en fait en France, et on voit la création de la police au XIXe siècle. À partir du moment où la police va s'autonomiser avec il y a la curiosité des gens sur c'est quoi les policiers. Qu'est-ce qu'ils font? C'est quoi une enquête et tout ça? Et voilà, il y a quelques années, je pense que ça doit être en 10-18, l'histoire de l'inquiétant Monsieur Witcher, qui est une des premières grandes affaires criminelles et qui apparaît dans la presse, qui va nourrir des romans. Et puis on peut penser à une autre figure victorienne qui est à mi-chemin du polar et du fantastique. C'est flûte, le meurtrier de Whitechapel, Jack l'Éventreur. Jack l'Éventreur, voilà. Jack l'Éventreur qui est en fait c'est un assassin, on ne sait pas exactement qui c'était. Il y a quelques théories, mais ça va être dur de trancher. Tous les 5 ans ou 10 ans, il y a quelqu'un qui sort un livre en disant j'ai enfin la preuve
Ouais. trouvé, mais on voit aussi dans plein de façons dont l'histoire a été racontée, dans des adaptations, qui a une dimension tellement violente, tellement goresque aussi des assassinats, qu'on est presque dans une figure diabolique. Dr. Jekyll et Mr. Hyde, C'est déjà une cité. C'est un récit emblématique. fantastique, Ouais. voilà. Et c'est très important pour l'émergence du fantastique, c'est que on voit comment l'histoire de Jack l'Éventreur, ça doit beaucoup à une revue qui s'appelle Police News, qui suit les nouvelles de la police une fois par semaine, qui est un hebdomadaire, mais avec beaucoup d'illustrations, généralement 5 à 6 cases dans la page, et qui à chaque fois raconte une histoire criminelle. Alors vous imaginez, vous êtes à Londres, vous avez 5 à 6 histoires criminelles par semaine. Mmh. Et ce qui est fantastique, c'est que en fait, Jack l'Éventreur, c'est en théorie plusieurs années, mais c'est surtout un automne qui est très dense, avec plusieurs des meurtres le même automne. Et en fait, ça va vraiment les amuser, mais toutes les semaines, en fait. C'est un truc d'enquête, et voilà. Et c'est l'occasion de rappeler que l'industrie cousine de l'industrie de l'édition, qui fait donc les romans que nous aimons, c'est l'industrie de la presse. Et la presse au 19e siècle, alors qu'on est dans des pays où l'alphabétisation progresse, c'est des tirages délirants. C'est-à-dire que ce soit en France ou en Grande-Bretagne, vous avez plusieurs quotidiens qui sont au-delà d'1 million d'exemplaires. Aujourd'hui, ça a quasiment disparu, en fait. Et ça a disparu avant qu'Internet diminue ça. C'est-à-dire, dès les années 90, la presse quotidienne avait reculé. Mais voilà, les Penny Dreadful. Et en fait, il y a ce phénomène en Grande-Bretagne, et aux États-Unis, il y a la naissance du pulp. Parce que le pulp, c'est vraiment lié à ça. C'est lié à l'essor de la presse. C'est lié aux besoins. Au début, quand la littérature naturaliste réaliste naît, il y a cette idée de le public n'est pas très cultivé parce qu'il vient à peine d'apprendre à lire et il n'a pas de culture classique, donc on va lui parler de son quotidien. Et puis les gens, finalement, quand ils vont à l'usine, ils n'ont pas envie le soir de lire des trucs sur l'usine, ils veulent lire des trucs différents. Et donc, on va faire quelque chose de soit du policier, mais de façon très sensationnaliste, soit petit à petit du fantastique. Et le pulp, tout le monde connaît le truc, c'est que quand vous faites de la pâte à papier et que vous faites un livre, vous avez besoin de la pâte à papier, de la partie la plus pure, la plus blanche, qui va le mieux résister physiquement. Et à l'inverse, il y a une partie qui est à l'époque écartée et qui n'est pas utilisée parce qu'on trouve qu'elle est dégueulasse. C'est vraiment la pulp de. Oui, c'est ce qui reste. Voilà, ce qui reste. Et puis finalement, on se dit, mais c'est quand même idiot de s'en débarrasser. Donc on va faire des trucs. Mais on va imprimer du papier dessus, faire du papier avec cette pâte et imprimer des choses dessus, mais qui n'ont pas vocation à rester. Et en fait, les pulps, c'est ça, c'est que on écrit pour distraire les gens avec cette idée qu'on va vite, la semaine d'après, il y aura autre chose à lire, et donc c'est des trucs qu'on va balancer, et voilà. Et, comme du journal, en fait. Voilà, les pulps américains, initialement, alors c'est beaucoup plus tôt que ce qu'on pense, hein. Les pulps, il y a des proto-pulps dès le 1760-1770, et puis après, les pulps qui vont avoir du succès, c'est le western aux États-Unis, mais dès les années 1870, en fait, il y a tout un truc en fait très étrange, à la limite de l'érotica, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est très étonnant parce que on a l'impression que nos ancêtres étaient particulièrement prudes, mais ils n'étaient pas plus prudes que nous, c'est juste qu'ils l'exprimaient différemment, ils exprimaient leurs problèmes différemment que nous. Et les pulps, ça naît là, et en fait, après les pulps, on va conserver le terme de pulp, sauf que ça va devenir des vrais magazines dont le fonctionnement en fait est comparable à une grande partie de la presse. La seule difficulté, c'est que c'est souvent des tirages plus faibles. Donc, en fait, c'est des magazines qui ont parfois des espérances de vie limitées, qui vont mourir rapidement, où les écrivains sont sous-payés. Et là, on rentre dans le monde de Lovecraft à ce moment-là. Voilà, on va y arriver effectivement. Il y en a quelques autres avant quand même justement, puisqu'on était donc sur le fantôme de Canterville, et il faut quand même bien parler à un moment donné du portrait de Dorian Gray d'Oscar Wilde, qui est un pur récit de fantastique absolument abominable en plus, qui renvoie vraiment aussi à d'autres peurs, qui est je veux réussir
et jusqu'à quel prix je vais y mettre, c'est abominable. Je trouve que c'est atroce comme histoire. Donc pareil. Ça, c'est aussi un. Mais cela dit, je pense que pour le coup, c'est toujours très révélateur du fait que parfois, quand on parle de littérature de l'imaginaire, de fantastique, c'est qu'on oublie que il y a des choses qui ne relèvent pas de l'esthétique, mais qui relèvent de la sociologie, de la construction, de la légitimité, puisque le portrait de Dorian Gray, c'est en fait une grande œuvre imaginaire, mais elle est classée en littérature générale parce que c'est Oscar Wilde, parce que c'est rentré dans le patrimoine à un moment où cette segmentation faisait pas sens, n'existait pas en fait. Mais c'est vrai que si on regarde ce 19e siècle victorien et ses figures un peu critiques, plusieurs des grands textes, c'est des textes de fantastique. Tu parlais de Christmas Carol de Dickens, tu parlais de Dr. Jekyll et Mr. Hyde, tu parlais de Portrait de Dorian Gray. Voilà, c'est des œuvres. Dracula, c'est différent parce que vraiment, Dracula est déjà perçu à la limite de la littérature populaire, ce qui n'est pas le cas de ces autres œuvres qui sont des œuvres qui sont d'emblée perçues comme des œuvres littéraires. Ouais, c'est vrai que je vais revenir un peu sur le Dr. Jekyll et Mr. Hyde, parce que je trouve qu'il est... Enfin pareil, il est très impressionnant aussi. Si vous avez l'occasion de revoir en film, regardez plutôt Mary Reilly. Je trouve que c'est une nouvelle façon de voir Dr. Jekyll et Mr. Hyde que j'avais trouvé fabuleux. Les acteurs aussi, ça aide. C'était Neil Forman, hein, je crois, de mémoire, qui avait tourné ça. Donc voilà, petite anecdote. Mais surtout, ça renvoie en fait au monstre qui est en nous, qui demande qu'à s'exprimer. Alors, il s'exprime encore plus fort parce que c'est le carcan victorien, c'est la critique, hein, comme tu disais. Mais surtout, ça synthétise aussi des monstres populaires qu'on connaissait d'avant, typiquement le loup-garou. Je veux dire, il renvoie un petit peu au loup-garou, je trouve, moi, Mr. Hyde. Hein. Ça renvoie au loup-garou. Après, tout à l'heure, je parlais de Maupassant qui avait compris quelque chose sur la France 70 ans avant qu'on l'expérimente avec l'occupation, qui est en fait une guerre civile en fait pour les Français. Dr. Jekyll et Mr. Hyde, pour moi, c'est quasiment une préfiguration de certaines idées de Freud en fait. C'est-à-dire, il y a la maison aux deux entrées, c'est-à-dire vous rentrez d'un côté, vous sortez de l'autre. C'est presque la théorie freudienne du ça, du surmoi, de tout ça. Et voilà, et tout comme tout à l'heure, on l'a pas mentionné, mais parmi les multiples postérités de Poe, il y a Marie Bonaparte, qui était la traductrice de Freud. Oui, c'est ça, c'est la traductrice de Freud. Oui, voilà, qui a écrit sur Poe, justement, en fournissant une interprétation psychanalytique de Poe. Bon, après, Jacques Lacan, des années après, va écrire sur Poe aussi. Donc, il y a quelque chose dans la littérature fantastique dans le processus de je vais vers l'allégorie d'abord, et puis finalement, je finis par gratter des choses très profondes dans l'esprit humain, des choses dont on ne veut pas parler. Et ça rejoint ce que je dis. C'est très révélateur que ce soit la période victorienne, surtout la fin de la période victorienne avec une dimension décadentiste et tout ça. C'est qu'il y a cette idée, le victorien, c'est celui qui s'autocontrôle, c'est les bonnes manières, c'est l'acmé presque de la politesse britannique, ce type de choses. Et en fait, plus vous corsetez quelque chose, plus à l'intérieur, il y a quelque chose qui boue. Et en fait, le portrait de Dorian Gray, c'est le roman le plus victorien qui soit. Parce qu'en fait, et le plus critique du victorien, c'est une manière de dire l'homme victorien, c'est la personne qui envoie aux autres un reflet complètement contrôlé. Et en fait, derrière cette image complètement factice, c'est la turpitude, la putréfaction morale, en fait. Ouais. Oui, il y a une chose dont tu as parlé tout à l'heure aussi qui est très importante, en tout cas en fantastique, c'est cette filiation et le côté érudition des différents écrivains, autrices ou auteurs. C'est tous des gens très érudits qui ont lu ce qui s'est fait avant, qui vont le synthétiser, le réinterpréter à leur manière. Donc c'est pour ça qu'on finira avec Lovecraft, mais on fera une émission spéciale pour lui. Il y avait 3 auteurs, moi, que je trouve très très intéressants aussi. Alors, on n'a pas cité Auguste, comment il s'appelle, Villiers de Lille, c'est ça? Les Contes Cruels. Oui, Villiers, mon Dieu.
Oui, Ben, Barbador et Villiers et Villiers le Comte Adam, c'est ça? c'est ça, Villiers le Comte Adam, merci. Des souvenirs lointains, hein, pardon, j'ai pas Ouais, repensé, des lectures très très marquantes, mais j'ai pas eu l'occasion de relire depuis longtemps quand même. Bah, j'avoue que l'Ef Futur est quand même assez incroyable, ça préfigure Métropolis, hein. Moi je trouve l'Ef Futur personnellement, ça se relie encore aujourd'hui. Mais les Contes Cruels, on est vraiment dans du fantastique qui est dans la droite ligne de Poe. C'est vrai qu'on l'a pas trop cité mais pour ce qui est français, et bien évidemment en France quand même Erckmann Chatrian, hein, le duo d'auteurs, qui pareil a redynamité les contes, etc., pour leur donner ces côtés encore plus cruels. Donc, et des trucs assez terrifiants que même Lovecraft a analysé hein, comme étant pareil, des œuvres fortes dans le fantastique qui se cristallisaient en fait, hein, et qui ensuite a donné d'autres sous-genres qu'on analysera une autre fois, mais qui va partir sur les enquêteurs de l'occulte, avec un auteur dont je vais vous parler, les figures des monstres, les intervenants plus sur la folie, la descente aux enfers, les pactes avec les démons, etc. Bon, tellement d'histoires de fantastique qui se créent à ce moment-là. Et je vais revenir sur 3 auteurs, moi, que je trouve emblématiques de cette fin 19e, avant le 20e. Donc là, il y en a 2 que j'ai. Je vais vous montrer déjà celui-ci. Alors, c'est Algernon Blackwood, Ah oui. l'homme que les arbres aimaient. J'aurais jamais assez de temps pour parler de la nouvelle Les Sols. Je l'ai relu il y a 2 ans, et je me suis encore fait pipi dessus, tellement elle est... En fait, c'est par les mots qu'il arrive à terrifier. On rappelle rapidement, hein, c'est 2 personnes qui font du canoë le long du Danube, enfin qui remontent, qui descendent le Danube, et ils se retrouvent avec une grosse tempête, etc., qui commence à frapper le Danube. Ils se retrouvent isolés sur une petite île au milieu, avec des sols, et on ne sait pas si vraiment c'est des choses qu'ils ont vues, ressenties, parce qu'ils sont 2, et il y en a un qui parle pas vraiment l'anglais, hein, d'ailleurs, dans les 2. Je sais plus si c'est pas un Norvégien ou quelque chose comme ça, de mémoire. Et notre personnage principal, en fait, comme c'est un sort de tempête, qui a le Danube qui est en furie, qui monte en plus, donc l'eau monte sur cette petite île, et puis il imagine tout un tas de choses, quoi. Il imagine qu'il y a peut-être des esprits primordiaux qui sont sur cette île, des choses qu'il aurait peut-être pas fallu réveiller. C'est terrifiant, sincèrement, c'est terrifiant. Je vous raconterai pas la fin, mais moi je trouve qu'Algernon Blackwood aussi, pareil, c'était un érudit qui aimait bien les sciences occultes aussi, hein, voilà. Parce que je crois qu'il avait un petit peu été du côté de la Golden Dawn avec Aleister Crowley, je crois, entre autres. Mais je trouve qu'il y a ce rapport il revient au rapport à la nature qui était chez les gothiques au tout début. Il revient là-dedans, et voilà, c'est l'Arbre Vengeur hein, qu'ils ont réédité des nouvelles d'Algernon Blackwood. Je trouve que c'est hyper moderne parce que ça renvoie à des peurs primales en fait, hein. Parce que la peur urbaine, voilà, c'est plus sur des rapports sociaux, des choses comme ça, mais là c'est la peur primale de la nature en fait. Enfin, moi c'est terrifiant. J'adore Algernon Blackwood, donc voilà. Un autre dont tu as parlé tout à l'heure, on pourra parler un petit peu plus longuement, hein, c'est Arthur Machen. Donc là c'est le grand dieu Pan, hein, bien évidemment. Lui c'est plutôt un panthéiste, hein, donc il aime bien tout ce qui est les anciens dieux et tout, et sur ces bascules de la réalité aussi. Ça c'est quelque chose qui est assez présent chez lui. Et un autre que j'adore, et c'est des auteurs qu'on avait retrouvés, je sais pas si tu te souviens, à l'époque chez la collection Néo, où tu avais tous les grands classiques du fantastique. Moi, c'est William Hop Hodgson. Voilà, ça, la figure de Carnacki, les canaux de Glencarrig, ce genre de très grands récits qui vont plutôt aller sur la peur de la mer, de l'inconnu, des choses comme ça. Et les enquêteurs de l'occulte. Voilà, John Silence, si je dis pas de bêtises, c'est Algernon Blackwood, qui n'ont pas toutes été traduites d'ailleurs. Voilà. Et c'est vrai que ça devient une figure à part aussi, hein, dans le genre fantastique qu'on retrouvera dans les pulps, hein, abondamment. Donc c'est vrai que ces 3 auteurs, alors j'ai pas cité Dunsany, c'est du fantastique, mais ça va quand même plus sur le merveilleux, je trouve, personnellement. On se rapproche de la fantasy aussi. Hein, ouais. Donc là, j'ai la version luxe de Calidor, hein, quand même. Hein. Ça fait toujours plaisir. Mais j'ai la version avec la cover de Florence Magnac chez Présence du Futur, comme quoi. Oh. Oui, j'adorais Florence Magnac. J'en ai beaucoup des covers de elle. Donc c'est vrai que moi, c'est 3 auteurs que je trouve assez emblématiques de cette fin 19e. Ils vont recadrer d'autres sous-genres de fantastique où ils reviennent à des choses qui existaient avant pour les remoderniser, en fait. Là, tu avais Emergem pour le fantôme, le grand dieu Pan, enfin Machen pour des choses plus
d'autres réalités, les anciens dieux, des choses comme ça, le rapport à la nature chez Blackwood, et puis l'enquêteur de l'occulte, ce besoin de rationaliser le fantastique, et qui vont préfigurer ce qui va arriver derrière, effectivement, avec Lovecraft. Donc je sais pas si toi t'en as d'autres, ou si tu veux en parler. Non, mais en fait, moi, je suis toujours fasciné par tous ces auteurs-là. Je suis plus, par contre, quelqu'un qui relit 1000 fois les grands auteurs, et je suis peut-être Blackwood, je l'ai lu, mais je suis pas un grand lecteur de Blackwood. Mais c'est vrai qu'en t'écoutant, tout à l'heure, tu parlais de la figure du chasseur. En fait, la Ouais. figure du chasseur et la figure de l'enquêteur sont quand même à rapprocher Mm. à chaque fois. Et puis, il y a aussi le fait que très souvent, en fait, l'autre figure qu'on voit beaucoup chez beaucoup de ces auteurs, c'est des figures d'intellectuels. C'est le libraire, le bibliothécaire, l'archiviste, le professeur, L'antiquaire, voilà. etc. Mm. Mais c'est un moyen, en fait, à chaque fois, de redire, vous croyez maîtriser le monde, vous croyez avoir tout compris, et en fait, il y a quelque chose qui vous échappe, et c'est une manière de jouer sur deux niveaux, c'est-à-dire que d'un point de vue dramatique, le personnage va être confronté à ce qui est le plus opposé à lui, à la chose qui est la négation de ce qu'il est dans sa raison sociale, mais sa raison sociale, ça reflète aussi son aspiration intellectuelle, et aussi, c'est un propos vis-à-vis du lecteur, qui est de dire on va vous montrer que même la personne qui est la plus garante de la rationalité va exploser en plein vol, en fait. Ouais. Un autre qu'on a évoqué tout à l'heure, mais qui est très très important aussi, pareil dans l'histoire de Fantôme, tu te demandes à un moment donné ce que tu es en train de dire. Enfin, qui est le narrateur, en fait? Bah, c'est ça, quoi. Hein. Henry James autour d'écrou. Hein. Ouais. Oui, c'est vrai que j'allais dire, tu es un peu dans le noir. Oui, c'est ça, pardon, je suis désolé, mais c'est l'ambiance fantastique. C'est ambiance fantastique, et je me suis dit, à un moment, c'était, ça donne un petit granulé VHS, on aurait dit. Ah oui, un petit, Blair Witch. un petit, voilà, c'est ça. C'est Amityville, tout ça, c'était. Un poltergeist. L'horreur fantastique des années 70. Hein. Mais bon. Exactement. Donc, ouais, c'est vrai que Pardon, Henry James. Ouais, Henry James autour d'écrou, ouais. Enfin, pareil, je l'ai relu il y a quelques temps, enfin, pas très longtemps d'ailleurs. Et ouais, franchement, le narrateur, tu te demandes qui il est, quoi. Jusqu'à la révélation, bien évidemment, où tu fais ok, d'accord. Il y en avait deux autres pareils pour préfigurer un des plus grands synthétiseurs des récits fantastiques qu'est Lovecraft, c'est Ambrose Bierce et Robert Chambers, quand même, qui sont sur des visions oniriques complètement éclatées. Je sais pas ce qu'ils prenaient à l'époque, c'était de la bonne, hein, ça c'est sûr, mais ouais, c'est des visions fantasmagoriques en fait. C'est un autre fantastique que je sais pas si ça, peut-être que ça se faisait déjà avant, j'en sais rien. D'autres spécialistes pourront le dire. Hein. Mais Ambrose Bierce, c'est lui qui va créer donc la fameuse cité de Carcosa, qu'on va retrouver ensuite chez Chambers avec ceci, bien évidemment, le roi en jaune. Voilà, si vous n'avez pas encore vu la première saison de True Detective, allez-y, hein, parce que c'est une des meilleures adaptations. C'est le roi en jaune, qu'est-ce que c'est? Comment on peut décrire cette œuvre? Déjà, elle est un peu vieillie quand même, parce que le vocabulaire est... Voilà, hein, faut un peu s'accrocher. Hein. Mais c'est l'histoire d'une pièce de théâtre d'un roi en jaune qui rend fou en fait les gens, quoi. Tous ceux qui jouent dans cette pièce et qui la lisent deviennent fous. On retrouve hein, cette figure de style de... Forcément, c'est écrit du fantastique, l'artiste, il est un peu fou, hein, quand même. Hein. Donc, l'artiste maudit, etc. Là, on va le retrouver avec le roi en jaune. Et c'est terrifiant, proprement terrifiant. Et c'est vrai que tous ces auteurs qu'on vient de citer, ça va annoncer Lovecraft, hein, à Providence, qui, comme on le disait, est un érudit, mais de première catégorie, voire même hors catégorie, et qui va synthétiser vraiment tous les grands récits. Hein. Tous ceux qu'on a cités, il les a lus, il les a tous digérés, et il va réécrire autre chose. Enfin, il fait du fantastique à la manière d'eux, hein, mais lui, ce qu'il va rajouter, c'est l'horreur cosmique. C'est l'horreur qui joue avec la science-fiction, d'ailleurs, hein, mais en fait, ça joue avec cette volonté de rationaliser complètement le monde, finir de le cartographier, puisque ça finit de se cartographier à cette époque-là, à peu près, dans les années 10 années 20, avec l'Antarctique, etc. Et il y a cette façon de dire, en fait, même si on cartographie tout, on ne sait pas tout. On n'est rien, et la science le prouve d'ailleurs, hein, régulièrement, hein. On n'est rien du tout, et c'est terrifiant. Mais là,
je me rends compte qu'il y a, d'un point de vue intellectuel, une des figures majeures de l'époque victorienne qu'on n'a pas citée, et qui pourtant, pour moi, c'est quelqu'un qui... Il faut faire une comparaison avec Lovecraft, c'est Charles Darwin. C'est-à-dire, avec Darwin, il y a quelque chose qui se passe dans la conscience humaine, petit à petit, qui se met en place. Darwin, ça a un impact sur la science-fiction aussi, puisque, alors, un texte peu connu, c'est le texte Hero One de Samuel Butler, qui est en fait le premier. Alors là, on est dans la SF, donc c'est pas le sujet du soir, mais bon, voilà. C'est bon, mais c'est très frappant, parce que moi, c'est un texte que j'ai découvert juste il y a une dizaine d'années, et en fait, on voit la réaction de quelqu'un, voilà, parce que dans ce texte, il y a cette réflexion de se dire, bon, bah, maintenant, on a compris comment fonctionnait la sélection des espèces, mais à quel moment on pourra sélectionner des espèces qui seront artificielles, tellement artificielles qu'elles s'auto-sélectionneront. Et donc, il y a déjà le concept de singularité qui apparaît, et on est, de mémoire, en 1865, quand même, c'est fantastique. Mais pour moi, ce qui se passe chez Lovecraft, c'est presque une conséquence du darwinisme. Alors, Lovecraft, c'est bien plus riche que ça, mais cette idée de se dire, en fait, l'être humain n'a pas toujours dominé la Terre, qu'il y a des choses qui ont existé sur Terre avant, qui existeront peut-être après, et et voilà. Et ça, je pense que ces étapes par lesquelles l'être humain perd sa dignité dans le cosmos pour devenir juste un vivant parmi les autres, qu'un vivant plus fragile que les autres, dont la civilisation est plus courte. On trouve ça aussi chez Howard, c'est-à-dire, mais sous un autre sens, dans un sens historique, c'est-à-dire de dire, voilà, il y a la civilisation américaine, occidentale et tout ça, mais en fait, il y a des empires qui ont existé il y a très longtemps, l'archéologie commence à nous le révéler, et en fait, ils ont tous disparu, et on ne vaut pas mieux qu'eux, c'est-à-dire que nous aussi, on disparaîtra à un moment ou à un autre. Ouais, c'est vrai que ça, on n'en a pas parlé, mais c'est vrai que ce développement de l'archéologie, redécouverte de Pompéi, bon, ça c'est fin 18e, mais l'Égypte antique, l'égyptologie, fin 19e, c'est un truc de fou furieux. Cette Du façon côté Lovecraft, enfin, il lit de tout, voilà, mais alors ça c'est quelque chose sur lequel je lis beaucoup ces jours-ci, et donc j'aimerais bien réussir à écrire quelque chose là-dessus. C'est sur le développement, la fascination pour les fossiles qu'avaient les Victoriens et leurs contemporains, et qui révèle que le vivant a eu des formes très différentes dans le passé, et qu'il y a des possibilités d'extinction de formes du vivant, qui est quelque chose qui n'est pas mesuré à l'époque. Alors qu'aujourd'hui, maintenant, c'est quelque chose d'important pour nous. C'est-à-dire qu'on sait que nous, on vit une grande extinction multiple, voilà, et qu'en fait, il y a, dans les années 1890-1920, il y a toutes ces réflexions d'essayer de... La plupart des biologistes à l'époque sont darwinistes, mais ils ont du mal parfois quand ils trouvent... bon, l'histoire qui me fascine, c'est la faille de Burgess. La faille de Burgess, c'est une histoire qui a été très bien racontée par un écrivain universitaire, biologiste américain, qui s'appelle Stephen Jay Gould. Alors, c'est traduit en français en plus. C'est au Seuil, avec plein de recueils d'essais, mais il y en a un qui est fascinant, qui s'appelle La vie est belle. Et dans La vie est belle, il explique comment la faille de Burgess, qui est une faille au Canada, où on a trouvé plein de fossiles étranges, mais monstrueux. C'est des créatures, pour moi, Lovecraftiennes. Et le savant qui travaille dessus au début du XXe s'appelle Walcott. Il essaye de recomposer les fossiles en faisant du puzzle pour qu'en fait ça rentre dans l'arbre de la diversité et qu'en fait ce soit nos ancêtres. Alors qu'en fait, la faille de Burgess, c'était pas du tout nos ancêtres, c'est une poche biologique qui a été détruite par un événement à la fois, comment dire, d'accrétion. Voilà, le Dévonien, c'est ça? Pardon? C'est le Dévonien ou le Cambrien? Qui a disparu, et ces créatures n'ont pas eu de descendance. Donc en fait, c'est des créatures qui n'ont... C'était une branche qui a été coupée, mais donc c'est des vrais monstres en fait. Et j'arrive pas... Ça fait des années que j'essaye de savoir si Lovecraft a lu là-dessus. Comme c'est un phénomène qui est immense, qui est très documenté à l'époque, je me dis,
il peut pas ne pas l'avoir lu. Mais tant qu'on ne sait pas s'il l'a lu ou pas lu, on peut pas affirmer qu'il l'a lu. Mais voilà. Bon, en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a un bouillonnement intellectuel fantastique à l'époque. On parlait tout à l'heure des Victoriens et de la science, et voilà, ça se diffuse dans plein de sphères scientifiques, et ces littératures de gens vont se nourrir de ça. Ouais. Et ça fixe tout à ce moment-là, d'ailleurs. Hein. Ouais. Ça se fixe tout à ce moment-là, mais c'est vrai que je reviens, c'est vrai que ça change complètement le paradigme des civilisations occidentales qui dominaient le monde, hein, de se dire, bah, en fait, les civilisations, elles peuvent mourir, vraiment. Et en plus, il y a déjà eu des espèces avant qui ont disparu. Pourquoi, comment, à l'époque, on ne savait pas encore vraiment. Donc, c'est vrai qu'on ne se rend pas vraiment compte aujourd'hui, parce que pour nous, c'est acquis, bon, sauf sur certains gros débiles, bien évidemment, malheureusement, mais... donc le monde n'a pas été fait il y a 8000 ans, hein, on vous le dit, hein, au cas où vous ne le sauriez pas encore. Hein. Voilà. Les tyrannosaures, c'est pas des dragons, hein, c'est des tyrannosaures. Voilà. Donc c'est vrai que ça change énormément la façon de voir. C'est vrai qu'en France, plus que le fantastique, on allait plus les futurs mystères de Paris, des choses comme ça, mais avec des Rosny aînés, la guerre du feu, par exemple, qui déjà traitent de ces choses-là, hein, de l'origine de l'humanité. Et des récits qui vont plus aller du côté de la science-fiction, du surhomme, des choses comme ça. Alors, il y a des grands spécialistes de la question. On ira interroger Serge Lehmann, par exemple, qui a beaucoup étudié là-dessus, pas que lui, bien évidemment. Mais c'est vrai que voilà, c'est quand la science commence à montrer énormément de choses, le fantastique va encore plus aller encore plus loin, et c'est un peu ce qu'est Lovecraft quelque part, avec en plus une prose qui est assez extraordinaire. Enfin, il y a des trucs qui sont très bien écrits, un petit peu moins bien évidemment, mais surtout l'horreur cosmique. Et à chaque fois, ça flirte avec la science-fiction. J'avoue que quand j'ai relu la couleur tombée du ciel il y a 1 an, c'est de la pure SF en fait, clairement. Hein. Oui. Alors, moi, j'ai complètement redécouvert cette œuvre grâce au campus Miskatonic, Oui. parce qu'au campus Miskatonic avait été invité ce réalisateur allemand qui, en film, juste après ses études, avait fait, il y a 15 ans maintenant, une adaptation de La couleur tombée du ciel qui s'appelle Die Farbe, et que j'ai trouvé fantastique. C'est-à-dire que c'était une réinvention de ce récit, et c'était génial. Mais de ce côté-là, il faut que, si vous avez aimé une fois un texte de Lovecraft, sous quelque forme que ce soit, il faut aller au campus Miskatonic. Parce que c'est vraiment complètement magique. C'est-à-dire que il y a des gens qui viennent de partout dans le monde montrer des œuvres qui sont stimulantes intellectuellement. Ils en parlent avec un mélange d'intelligence, de passion, et vraiment, moi, je connaissais ça de loin, mais j'y suis allé pour la première fois en 2024. J'ai trouvé ça mais fantastique. Ouais, c'est top. Et puis alors, les conférences sont incroyables. Moi, il y avait plusieurs conférences. Alors, il y avait Fleur Hopkins, c'était super, mais il y a Anthony Huard, qui est un psychologue qui super parlait. intéressant. Hein. C'était passionnant sur comment il y a un proche de Freud qui a travaillé sur les blessés de la Première Guerre mondiale, et comment il y a les premières descriptions de ce qu'on appelle le stress post-traumatique, et qu'en fait, dans cette description, les mots, les mécanismes décrits sont les mêmes que on trouve sous la plume de Lovecraft pour décrire ces moments de terreur chez ces personnages, et donc avec toujours cette idée que finalement l'écrivain a eu l'intuition, a une sorte de finesse psychologique qui lui permet d'avoir une description clinique comparable à celle que le chercheur 20 ans, enfin non, à peu près, non, 10 ans après aura, quoi. Alors qu'il n'y a aucune interaction entre les deux. Hein. Ouais, et il y a 2 ans en plus, c'était sur le pulp, donc en plus t'avais des pulps qui étaient sous vide, enfin c'était magnifique, hein. Tu voyais des vieux Weird Tales et tout, d'époque, hein. Déjà, wow. Et t'avais Francis Saint-Martin qui a fait une conférence sur les pulps. Bon, juste The Big Master, quoi. C'était voilà. Non, il y a des super conférences, c'est un super salon, quoi. C'est vrai que nous on en parle régulièrement parce que voilà, avec Guillaume, on est devenus un peu beaucoup amis depuis le temps. Bon, 1 heure de route en même temps, ça aide. Voilà. Mais c'est un super salon, effectivement. Si vous voulez approfondir vos connaissances sur Lovecraft, mais pas que, hein. Les auteurs qu'on vient de citer, hein, Hop Hodgson, Machen, Danzani, M.R. James, Chambers, enfin, je vous en passe, c'est des meilleurs. Tous ceux dont Lovecraft s'est réclamé à un moment ou à un autre en disant oui, voilà, puis ils le reconnaissaient, il n'y a pas de problème. Hein.
comme je vous disais, on fera des émissions vraiment dédiées Lovecraft, et puis tous ceux qui ont été publiés à l'époque dans les What Tales, donc Clark Ashton Smith, quoi, Robert Bloch, des trucs, Bec Long, tout ça c'est extraordinaire, mais je pense qu'ils mériteront leur propre émission, parce que sinon, je pense qu'on repart pour 2 heures, hein, à peu près, puis Guillaume va nous en vouloir. Et on n'a pas envie qu'il nous en veuille. Après, je pense qu'il y a, mais tu l'as mentionné, la personne qui est très connaisseur, alors qui est en théorie plus sur la fantasy, mais qui est en fait très très grand connaisseur de tout ça, c'est Thierry Fraisse des éditions Calidor, qui il fait un travail qui est fou. Hein. Un remarquable travail, qui est un travail de sélection, de traduction, d'un travail de façonnage qui est exceptionnel parce que c'est vraiment des beaux objets. Ah oui. Et puis c'est un connaisseur et un passionné fantastique. Ouais, et puis il ressort des textes, là, il y a les Abraham Mérite, quoi, enfin, la Nef d'Ishtar, les Habitants du Mirage. Enfin, j'avais les vieilles éditions J'ai lu, tu vois, avec les couvertures de Frazetta, donc je préfère les nouvelles. Hein. Après, c'est question de goût. Mais oui, il fait un travail aussi incroyable. Là, on a parlé d'un autre... Enfin, il y a plein d'éditeurs hein, qui commencent enfin, qui font du fantastique dernièrement. On a parlé de Faute de frappe, mais ça, c'est du fantastique plus moderne. Mais ils vont taper sur des romans de fantastique des années 40-50 aussi. Donc, on redécouvre aussi tout un pan de ces littératures qu'on avait oubliées, hein, tout simplement, qui n'étaient plus rééditées, en fait. Hein, aussi bête que ça, quoi. Donc, voilà. Donc, c'est vrai que la petite bannière qui était « Et Lovecraft fut » parce que il est comme Edgar Poe ou voilà, chez nous, Erkman Chatrian, des choses comme ça, c'est des pierres angulaires. Des moments où il y a une synthèse qui se fait et puis ça réinfuse sur d'autres auteurs jusqu'à ce qu'il y en ait un prochain, etc. Parce que, pareil, on pourrait faire une émission d'1 heure sur Charlie Jackson, c'est une autrice que j'adore, mais on vous enverra les liens pour aller voir la vidéo de l'Olifant qui a fait une émission extraordinaire sur Charlie Jackson. Magnifique. Donc, on vous mettra les liens la prochaine fois. Voilà. Que dire de plus je pense qu'on est pas mal. On a réussi enfin à clôturer l'émission sur les origines du fantastique, puisque comme on disait, hein, fin 19e, 20e, ça y est, les codes sont fixés, les types d'histoires sont fixés. Ça va se démocratiser avec le pulp qui se diffuse massivement, hein, clairement. Et ensuite, après, la sélection va se faire, et surtout, c'est l'apparition de, comme tu disais, hein, du roman réaliste, avec des Proust, des choses comme ça, qui vont aussi prendre le pas sur le reste, devenir ce qu'on appelle la grande littérature au fur et à mesure, hein. Ce qui est complètement... Bon, bref, je ne dirais pas le terme, mais puisque toute littérature se valent, hein, quelque part. Oui, mais... alors, on vit quand même une période intéressante parce que je pense que pour toutes sortes de raisons, on s'en rend pas compte. Voilà, c'est ça, mais on vit culturellement une période presque de domination de l'imaginaire. Ouais, de fusion. Alors, bien sûr, il y a toujours des arrière-gardes qui se convertissent pas, mais après, on n'est pas des croisiers, on n'a pas besoin de convertir les gens, quoi. Non, voilà. Non, ça s'est fait tout seul avec la culture populaire, quoi. C'est ça, voilà. Mais c'est vrai que, par exemple, je me souviens, il y a quelques années, j'avais lu un article qui disait qu'au mois d'août, je dirais 2022, Netflix avait les 10 séries les plus regardées dans le monde, c'était 10 séries d'imaginaire. Et c'était... voilà, alors effectivement, ça reste de la culture populaire, mais il faut voir aussi que... en fait, ce qui se passe actuellement, c'est qu'on essaye, petit à petit, on voit comment la littérature de l'imaginaire a à la fois son pôle littéraire et son pôle littérature commerciale, tout comme la littérature générale n'est pas toujours de la littérature littéraire, elle a aussi son découpage en littérature générale qui est littérature littéraire et littérature générale qui est littérature commerciale. Voilà. Et le redécoupage se fait petit à petit, en fait. Oui, alors après, ce qui est amusant, c'est les noms. C'est-à-dire qu'en littérature générale, on n'écrit pas de la science-fiction, on écrit de l'anticipation. Ce qui était le terme de la série emblématique des années 50-60. Oui, mais il y a des choses qu'on la vie dure parce qu'il faut voir que les vecteurs de la légitimité littéraire, c'est souvent l'université, c'est le système scolaire. Donc, en fait, c'est des mécanismes anciens, vieux. Donc, en fait, on est parfois décalé de 20-30 ans par rapport à... Voilà, mais moi, ce qui me frappe, c'est que le nombre de thèses qui portent sur des récits d'imaginaire a complètement explosé depuis quelques années. Donc, il y a vraiment une bascule qui s'est faite, en fait. Donc,
c'est... Ah, puis une partie On vit de... un monde différent quand même. Hein. Ouais. Une partie du plan qui m'a aidé pour aussi construire l'émission, ça se voit pas trop parce que les discussions sont un peu décousues, ce qui est un peu le but aussi, quand même, que ce soit vivant. Et une partie du plan, c'était aussi, quand on fait des recherches un petit peu, on tombe sur, en fait, le fantastique à l'école, avec tout un plan, des auteurs, des machins, et c'est fait à destination des professeurs. Donc, non, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui ont bougé, qui ont changé, c'est très agréable. Donc là, je vois Tom qui parle du mystère qui touche à la franc-maçonnerie. Tu as aussi les Rose-Croix, tu as aussi l'aube dorée. C'est très lié justement à cette façon où voilà, il faut des mystères, quoi. Il faut garder des parts de mystère. Donc, comme les francs-maçons, ils ont leur propre rite qui remonte à l'Égypte antique, soi-disant. J'en sais rien, je suis pas dedans. Voilà. Qui ont leur propre code secret, et puis qui à une époque étaient les vecteurs de la philosophie des Lumières, à un moment donné où c'était pas super bien vu non plus, quoi. Donc forcément, il fallait un peu se cacher, quoi. Et ça nourrit aussi effectivement une autre littérature de fantastique. Tu as tout à fait raison, Tom. Voilà. Ça me fait penser à un petit truc, Ouais. mais il y a une série télé que j'ai vue il y a quelques années sur Netflix qui n'a pas eu énormément de succès ou de renom, mais qui pour moi est quelque chose d'assez fascinant, voilà, qui s'appelle Archive 81. Oh, c'est la meilleure série Lovecraftienne, ça. C'est ça, voilà, c'était exactement ça. J'y pensais parce que quand on parlait franc-maçon, ça faisait très société secrète, et il y a un petit côté société secrète qui est une société Golden Age en plus. C'est-à-dire que ça se passe à l'époque contemporaine, quelqu'un pour une raison doit travailler dans un lieu, mais finalement il va se retrouver à enquêter sur le Golden Age, c'est-à-dire les années 1890-1910. Et je recommande vraiment. Mais c'est là encore où on voit comment tout ce qui est Lovecraft, ça vaut par l'œuvre de Lovecraft, mais l'extrême fécondité. Je pense que l'œuvre de Lovecraft, pour moi, il y a un point commun avec Alexandre Dumas, c'est à quel point ça a infusé, à quel point ça a inspiré, ça fait naître des variations, des recréations, des réappropriations, des reformulations, et c'est complètement dingue. Et effectivement, il y avait une petite remarque sur les fusions entre les genres littéraires. En fait, il y a un chercheur que moi je trouve fascinant, c'est Francis Berthelot, qui lui parle. Alors, il parle pas du genre de la transfiction, il n'emploie pas ce terme-là. Il parle des transfictions, c'est-à-dire c'est une manière de créer un mot pour désigner toutes ces fictions qui sont interstitielles. D'ailleurs, interstice, c'était le nom d'une collection, d'un label de littérature qui était il y a 15-20 ans, qui était chez Kellman, je dirais, où il y avait eu World War Z, Battle Royale, qui sont des récits un peu fantastiques, mais avec des régimes littéraires un peu différents. Et les transfictions, c'est à la fois des œuvres du passé, comme par exemple, on a parlé du Double de Dostoïevski, on a parlé d'un conte de Noël de Dickens, et voilà, qui sont des transfictions. Sauf que à l'époque contemporaine, on a maintenant des auteurs, des autrices qui travaillent là-dessus, c'est-à-dire qui se disent j'ai envie d'écrire quelque chose qui est empreinte à mes lectures de fantastique, mais j'aime aussi la littérature générale, et ils sont dans ce travail de création qui est très, très stimulant. Ouais, c'est pour ça que alors, chez toi, justement, qui est publié, j'adore le travail d'Alexandra Kozelik, parce que on est sur de la littérature dite classique, quoi, mais ça va vraiment piocher dans le fantastique. Moi, l'archiviste m'avait vraiment bluffé. Hein. Bon, on en avait déjà parlé plusieurs fois, mais un Laurent Godet, chez Actes Sud, par exemple, qui dès le début flirtait avec la fantaisie, le fantastique, la SF, Chien 51, et puis il y en a tellement d'autres. Hein. Enfin, c'est vrai que c'est vrai comme tu dis, hein, c'est une époque qui est assez étrange où je me souviens qu'il y a 20-30 ans en arrière, on se disait bon, on est les parents pauvres de la littérature, etc. Maintenant, en fait, il n'y a plus besoin d'en parler, c'est plus un sujet. C'est repris un peu par tout le monde dans l'imaginaire. Quand tu parlais de Game of Thrones, à un moment donné, tout le monde en parlait, tout le monde regardait, quoi. Oui, et puis parfois, on va bien sûr rencontrer des gens qui... Moi, je fais une distinction entre les gens qui disent « je n'aime pas quelque chose », tous les goûts sont dans la nature, ils ont le droit de ne pas aimer, voilà.
mais je pense que les personnes qui nient leur légitimité, leur dignité aux littératures de l'imaginaire, pour moi, c'est des vrais arrière-gardes. C'est-à-dire que c'est vraiment des gens qui sont pas des grands lecteurs et qui n'ont pas perçu que, en fait, là, par exemple, ce soir, on a parlé de grands classiques de la littérature. Sauf que, voilà, c'est-à-dire que si on chasse Wilde du canon littéraire, en fait, on a chassé beaucoup de grands auteurs aussi, en fait. Donc, les questions, je pense, de légitimité, il y avait quelque chose d'un peu naïf. Moi, je sais que quand j'étais adolescent, c'était un petit peu rebelle. On aime les littératures de l'imaginaire alors qu'on nous aime pas et tout ça. Mais la mentalité d'assiégé comme ça, c'est quelque chose qui, à mon avis, commence à être décalé par rapport à la réalité actuelle de ce qu'est la réception littéraire en France. Bon, c'est vrai que... Non, mais ça peut effectivement. C'est vrai qu'il y a un autre auteur dont on n'a pas parlé, mais en même temps, il y en avait tellement. C'est vrai que moi, j'aimais beaucoup Théophile Gautier aussi, parce que La Momie, c'était quand même super cool. Bon, voilà. Pareil. On pourra refaire des petites vidéos sur des grandes œuvres, effectivement, pour rentrer un peu plus dans le détail, parce que, je veux dire, on pourrait continuer à discuter encore des heures et des heures, tellement il y a des grandes œuvres et de grands auteurs, mais on peut pas tous les évoquer sur une émission comme celle-ci. On aura l'occasion d'en rediscuter, déjà quand on se croisera, forcément, et puis d'autres émissions à venir. J'avais quand même une question pour toi, pour finir, en beauté. C'est la question bonus, c'est nouveau, maintenant on inaugure ça maintenant à chaque fois. Tu as 5 secondes pour y réfléchir. Voilà. Quel est ton dernier coup de cœur? Quel que soit le support. Oula. Non, alors j'étais sur le point de dire quelque chose, mais qui était très très sincère, qui va sembler un peu incongru. Non, mais en fait, j'ai corrigé un manque dans ma culture générale. C'est que j'avais jamais vu une des séries de Star Trek qui s'appelle Deep Space Nine, et je la lis comme un grand roman parce que alors c'est très long. Et je dois regarder 1 ou 2 épisodes par semaine, et comme il y a 7 saisons, c'est très long. Et j'ai redécouvert le plaisir du récit feuilletonnant parce que Deep Space Nine a cette particularité d'avoir beaucoup moins d'épisodes unitaires que les autres séries Star Trek. Il a plus de récits feuilletonnants. En plus, pour moi, ça m'a fasciné parce que Deep Space Nine est vraiment très contrôlé par quelqu'un qui s'appelle Ron Moore, qui après va faire 2 des œuvres audiovisuelles que je préfère, qui sont Battlestar Galactica et For All Mankind, et qui est une grande uchronie. Et donc voilà, ça c'est un coup de cœur, c'est pas très original parce que c'est une œuvre déjà excessivement reconnue depuis 30 ans, mais en fait moi je l'avais jamais vue, je m'étais arrêté à... En fait j'avais vu Next Generation, j'avais vu Voyager mais qui m'avait moins emballé en fait, qu'à son charme, mais voilà. Mais Deep Space Nine, je trouve ça fantastique. Et il y a un épisode de Deep Space Nine où le personnage principal est surmené et il se retrouve dans la peau d'un écrivain de science-fiction dans les années 50 qui est chez le concurrent de Galaxy, de la revue Galaxy. Ça parle écriture, ça parle comment fonctionnaient les revues de SF à l'époque. Et j'ai trouvé ça génial. Ils aiment bien faire les épisodes méta comme ça, Mais on reparlera à un moment donné de Deep Space Nine, puisque cette année, enfin, j'ai presque fini mes lectures, vous aurez en 2 émissions du Babylon 5. Puisque Deep Space Nine, sans Babylon 5, ça n'existe pas. Oui, c'est vrai. Ça a été plus que fortement repompé sur le script qu'avait laissé Straczynski à l'époque chez les producteurs de Star Trek. On ne dira pas plus. Puis ça s'est réglé un petit peu avec des sous-sous. Voilà. Puis après, les acteurs faisaient la navette entre les 2 séries. Mais donc, vous aurez du Babylon 5, vous inquiétez pas, et puis peut-être un jour du Galactica, mais d'abord Babylon 5, parce que je pense que ça a repris ce côté feuilletonnant qu'on connaissait pas vraiment à la télé, quoi. Sauf dans les sops, mais c'est très différent, quoi. Oui, mais c'était pas... Cela dit, juste petit point de détail, pour un coup de cœur purement littéraire, et je suis désolé, ça va tourner un tout petit peu à l'exercice de promotion, mais en septembre, on sort le nouveau River Solomon, qui s'appelle Model Home. On a décidé de garder le titre américain. On voulait un titre français, mais on n'a pas trouvé de titre français meilleur ou au moins équivalent au titre américain, donc ça s'appelle Model Home, et c'est un hommage à Shirley Jackson,
c'est un hommage à The Shining et c'est l'Amérique comme une maison hantée. Donc là, c'était pas possible pour moi de finir une émission sur le fantastique sans parler de ça. Donc c'est une actualité des Forges. Et sinon, les Forges sont ce week-end aux Intergalactiques et dans quelques semaines aux Imaginales et peut-être dans des festivals de l'automne. Voilà. Mais oui. Mais oui. Genre celui qui est juste en dessous, là, vous voyez. Genre étrange grand. Bon, on dit ça, on dit rien, nous. On est comme ça. Écoute, merci pour ces petits coups de cœur. Donc hop, je passe sur la bannière du mot de la fin. On a bouclé cette première partie sur les origines du fantastique. Sincèrement, on aurait largement pu encore parler de plein d'autres auteurs, vous le savez. N'hésitez pas dans les commentaires sur YouTube ou dans notre Discord ou autre, enfin voilà, de continuer la discussion, à nous présenter aussi des œuvres sur lesquelles on est passé, parce que peut-être on n'a pas eu le temps ou qu'on ne les connaissait pas. Parce que bon, il y a quand même eu beaucoup, quand même, voilà. Comme je vous disais, il y aura une émission Étrange Indécent spécifique sur les femmes et le fantastique. Parce que c'est hyper important, c'est quelque chose qui va, je pense, vraiment ensemble. Et puis, ce sera l'occasion de parler d'Anne Dubuel, alias Gudule, entre autres, voilà. Et puis, de celles qui sont arrivées depuis. Donc, ce sera une occasion aussi. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des idées aussi de thèmes, nous, on est toujours preneurs. Comme d'hab, dès demain, vous aurez la rediff en podcast sur YouTube, sur tous les supports, en fait. Donc, vous allez bouffer du fantastique, vous allez adorer ça. Nous, on adore, personnellement. Et comme tu disais, nous, on se croisera aux Imaginales. Et il me reste à enlever la bannière. Paf, paf, paf. Regardez-moi ça, incroyable. Et à vous souhaiter, à toutes et à tous, une très bonne soirée. Et à te remercier énormément, David, de t'être prêté au jeu, là, pour ces 2 émissions. Quasiment plus de 2h30. On est quand même super fort. Super. Merci à tous. Merci, à bientôt. Salut, salut.